Voilà, donc on a pour cette reprise, là, on aura avoir 2 exposés. On va avoir après Christian Huyghe. Et là, on a le plaisir d'accueillir Marc Schonauer, donc mon collègue à l'INRIA, directeur de recherche, spécialiste des questions d'intelligence artificielle. Il est aussi adjoint, comme moi, adjoint au directeur scientifique Jean-Frédéric Gervaux, chargé des questions d'IA. Et il est aussi copilote du PEPR IA. Alors, parler d'IA, d'IA et d'environnement, c'est à la fois agréable dans certains sens, parce que y a tellement de sujets liés à l'IA que c'est pas une contrainte trop grande. Mais il y a quand même une vraie difficulté, c'est que les choses vont vite, et écrire quelque chose qui va être valable plus de quelques mois, c'est pas évident. Et on se faisait la réflexion tout de suite avec Marc, là, juste avant de débuter. Quand on a écrit le PEPR avec Claire, l'IA générative n'était pas là. Et honnêtement, voilà, ça donne presque un petit coup de vieux quand même à ce qu'on a pu écrire. Il y a eu un livre blanc, INRAE, à propos de l'agriculture numérique, où là encore, ces questions-là ne sont pas directement traitées, mais les choses n'étaient pas là. Voilà. Et vraiment, il se passe beaucoup de choses en termes d'IA, sous plein de domaines, création artistique, droit, travail, et aussi sur la recherche scientifique. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Marc qui va nous en parler. Marc, merci. Merci Jacques. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je sais que j'ai trop de choses à dire. Comme l'a dit Jacques, ça va très vite. Alors, dans le titre, j'ai mis pour l'environnement entre parenthèses, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout spécialiste de l'environnement. Je dirais, par rapport à vous, je ne connais rien aux problèmes d'environnement. J'ai essayé quand même d'illustrer ce que je veux dire par des exemples d'environnement, sur l'environnement, de temps en temps. Voilà. Donc, je vais en fait faire un exposé. Il y aura un petit peu de technique pour remettre les pendules à l'heure un petit peu, bien qu'on ait un quart d'heure de retard sur ce que c'est que l'IA en général. Et puis les derniers développements. Alors, comme a dit Jacques, dans votre PEPR, il n'y a pas d'IA générative, mais je vous rassure, dans le PEPR IA non plus, on ne parle pas du tout d'IA générative. On lance des appels à projets maintenant où on en parle, mais à l'époque, qui était pourtant pas si lointaine, puisqu'on n'a même pas fait notre kick-off, il n'y avait pas d'IA générative. Très bien. Alors justement, souvent on confond de plus en plus intelligence artificielle avec machine learning, apprentissage. Alors je suis désolé, je ferai plein d'anglicismes, parce que en général je parle en anglais pour ce genre d'exposé. Voilà, donc machine learning ou apprentissage automatique ou deep learning, apprentissage profond. Alors c'est pas vrai, l'IA, il y a beaucoup d'autres choses, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, l'IA, c'est quand même énormément centré sur le machine learning, le deep machine learning. Et donc sur les données, donc ça a été évoqué plusieurs fois ce matin déjà, les masses de données qui nous arrivent, et dont on maintenant, de plus en plus avec l'apprentissage, le machine learning, on sait faire des choses. Alors il y a grossièrement 3 types d'apprentissage, je vous apprends sans doute rien. Déjà, si on n'a que des observations, c'est unsupervised learning, on essaye juste de comprendre un petit peu comment ça s'organise, éventuellement de les compresser, j'en parlerai pas du tout aujourd'hui. Si en plus on a une target, un label, un objectif, on essaye de le prédire, donc ça c'est classification, régression, supervised learning, ça sera l'essentiel de ce dont je vais parler, et puis quelquefois en plus on a une récompense suite à certaines actions, pour décider on cherche à décider d'une politique, d'une stratégie, ça c'est le reinforcement learning, j'en parlerai un tout petit peu aujourd'hui. Et puis donc, le generative AI, l'IA générative est arrivé récemment, relativement récemment. Alors, il y a eu des travaux il y a très longtemps déjà, mais récemment ça a explosé. Comme le deep learning avait explosé au début des années 2010, là, le generative AI vient d'exploser au début des années 2020. On peut dire que c'est une suite de supervised learning avec quand même quelque chose de plus. Voilà, donc, j'ai déjà fini le premier point, parce que d'habitude j'en dis beaucoup plus, et je vais donc immédiatement parler sur supervised learning, donc un tout petit peu de technique pour qu'on sache de quoi on parle. Donc c'est un problème de régression. Le deep learning à la base c'est un problème de régression. On a un certain nombre d'exemples, des vecteurs X dans RD, et puis une sortie Y qui vaut 0,1 ou qui vaut une valeur dans R, ou dans Rn, dans R des primes, peu importe, et on cherche un modèle qui va expliquer les données, c'est-à-dire tel que se rapproche au maximum pour les exemples qu'on a, pour f d'un vecteur xi, du yi qui est la target. Il y a des tas de choses pour faire ça, hein. Ça commence par le linéaire, que j'ai même pas listé, les polynômes, puis maintenant au niveau machine learning, decision tree, random forest, et puis les réseaux de neurones sont un modèle particulier pour faire de la régression, donc, ou de la classification. Un modèle particulier, donc allons bon. Il s'est passé quelque chose. J'ai essayé de pointer. Non, mais je ne peux plus pointer. Bon, je ne pointerai plus alors. Ça ne marche plus. OK. Donc,
C'est bizarre, hein? Et si je pointe... Ah si, ça marche, bon. Ok, donc tout ça c'est un neurone, c'est une petite unité de calcul, alors tout le monde connaît, hein, donc je vais très très vite. Petite unité de calcul qui a un certain nombre de valeurs réelles en entrée, qui sort à travers une fonction de transfert non linéaire, une valeur en sortie. Et puis un réseau de neurones, ben, c'est un réseau de neurones. Ici chaque point c'est un neurone, donc c'est une chose comme ça, qui prend des valeurs en entrée et qui sort dont les sorties vont à un autre neurone, etc., en général organisé en couches, bien que ce ne soit pas du tout obligatoire. Et le réseau de neurones, on lui donne en entrée un vecteur, xi, et en sortie, il sort, bon, un y ou plusieurs y, ça dépend ce qu'on cherche, et c'est ça qu'on veut essayer de faire, on veut ajuster les poids sur les connexions entre les neurones de telle manière que les sorties y correspondent, pour les exemples connus, à ce que donne le réseau quand on met ici en entrée les x. Donc ça, c'est rien que de très classique. Alors, attendez, je ne vais pas me tromper. Yes. Voilà. Bon, et comment ça se passe? Ben, comment ça se passe? Tout simplement... Attendez, je suis perdu avec les boutons, voilà. Il y a un algorithme phare qui est la rétropropagation du gradient. C'est un algorithme de gradient qui existe depuis des dizaines, peut-être pas des centaines, mais des dizaines d'années. On présente les exemples, on calcule la sortie du réseau, et puis on est capable de calculer l'erreur qui est commise ici par le réseau par rapport à l'erreur Y qu'on voudrait avoir. Et puis, et c'est ça qui est important de noter, on est capable de calculer la dérivée de l'erreur qui est commise par rapport à tous les poids, et donc d'ajuster comme ça par la règle de dérivation enchaînée, je ne sais même plus le dire en français, d'ajuster comme ça les poids. D'accord? Donc ici on a une fonction objective qui est la différence entre la sortie du réseau et la sortie désirée. Il y en a d'autres possibles, mais peu importe. Et donc on est capable de calculer la dérivée de cette erreur par rapport au poids. Et donc du coup on modifie les poids par un algorithme de gradient vraiment très très classique. Hein. Simplement on le fait avec des trucs et astuces, comme pour présenter les exemples un par un, plusieurs par plusieurs, etc. Peu importe. Donc ça c'est l'apprentissage. Une fois qu'on a fini, on a trouvé les valeurs optimales des poids ici qui permettent d'avoir les meilleures prédictions du réseau par rapport à ce qu'on cherche. On les gèle et c'est à la phase dite d'inférence. Donc la phase dite d'inférence, il ne faut pas faire en même temps deux touches, je crois que c'est ça. Pardon. La phase d'inférence, donc, où les poids sont figés, on fait rentrer des valeurs en entrée et on récupère les sorties prédites par le réseau. Voilà. Ce qui est important, donc je répète, c'est la notion de programmation, programmation différentielle, programmation différenciable, excusez-moi. Donc, on a ce qu'on appelle le end-to-end learning, c'est-à-dire qu'on donne des données brutes en entrée, on récupère le résultat en sortie. On n'a pas à développer ce qu'on appelle des descripteurs, des features en franglais, pour représenter les données. Au contraire, une fois qu'on a fini l'apprentissage, c'est l'apprentissage qui a permis de générer des représentations, qu'on appelle des représentations latentes, qui sont des descripteurs. Donc chaque neurone ici, sur chaque couche, est un descripteur de la représentation latente sur cette couche-là. Donc, deux choses, c'est différenciable par l'apprentissage de bout en bout, et ça c'est très important parce que du coup on peut calculer des dérivés et introduire ça dans une boucle d'optimisation, dans une boucle de contrôle et bien d'autres choses encore que les mathématiciens connaissent bien. Et en plus, donc, on a des représentations partielles, latentes, de nos données. Alors, ça a été fait au début avec les images, et ça, c'est les résultats, par exemple, de reconnaissance d'images sur un benchmark très connu qui s'appelle ImageNet, depuis l'éclosion du deep learning en 2012-2013 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, là-haut, il y a les meilleures performances, sachant qu'un humain, peut-être pas vous, mais un humain normal pris au hasard, atteint 95%. Vous voyez qu'on a dépassé l'humain aux alentours de 2016-2017 sur ce benchmark. Ce qui est important de remarquer aussi, et on y reviendra, c'est que tout au début, il y avait des réseaux dits convolutionnels, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros qui utilisaient des invariances par translation de l'image, etc., avec une architecture particulière. Et aujourd'hui, ce sont des réseaux dits transformers, qui sont les meilleures performances, même pour des images, et j'y reviendrai, parce que les transformers ont été mis au point sur du langage naturel. Voilà, donc, ceci étant, qu'est-ce que ça offre comme opportunité déjà? Alors, pour l'environnement, ou plutôt pour le calcul scientifique en général.
puisque il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, beaucoup de simulations numériques, on entend parler du mot numérique tout à l'heure, qui sont faites pour l'environnement au sens large. Et bien simplement, on peut dire que les solutions des équations et des dérivées partielles, c'est des images. C'est des champs de vecteurs, c'est des choses comme ça, des images pas forcément simplement bidimensionnelles, mais c'est des images. Et donc on peut brutalement utiliser ce qu'on appelle l'approche surrogate, appelons-la surrogate, qui est complètement basée sur les données, data-based, et apprendre à générer les images à partir des données d'entrée, sans aucun calcul élément fini ou autre. Simplement, il y a quelques questions qui se posent, c'est qu'on n'a aucune notion de borne d'erreur, on n'a aucune borne sur les erreurs, et puis la physique est complètement absente. Alors si l'apprentissage était parfait, on dit qu'on n'a plus besoin de la physique, et c'est ce que dit M. Andersen déjà en 2008. The data deluge will make the scientific method obsolete. Alors ça a déjà été un petit peu discuté ce matin, et on pourra en rediscuter. Mais il y a aussi moyen de faire mieux que juste l'approche brutale qui est, je prends les résultats de 500 000 ou plusieurs millions de simulations numériques et j'apprends un modèle deep learning qui est capable de reproduire ça. Et donc on peut rajouter de la physique. Je vais en parler un tout petit peu, mais est-ce que c'est vraiment utile? Écoutez, on pourra en discuter. En tout cas, l'approche surrogate, un exemple, alors qui devrait vous parler plus qu'à moi sans doute, c'est pas brutalement d'apprendre la solution, ici c'est dans un modèle de simulation globale du climat, il y a, la Terre est divisée en de nombreuses cellules, et dans chaque cellule, il y a des calculs qu'il y a à faire pour faire donc, ce qu'on appelle le Cloud Resolving Models, qui ensuite permettent de calculer globalement ce qui va se passer. Et c'est ces calculs de CRM qui sont remplacés ici, dans ce travail de 2018, ils sont remplacés par un modèle database, qui est basé sur des simulations numériques. D'accord? Donc tout ceci a été fait. Donc ça permet d'accélérer énormément, une vingtaine de fois, disent-ils, le calcul global, puisque c'est quelque chose qui est fait dans chaque cellule, et c'est dans chaque cellule. Alors j'ai oublié de préciser quand j'ai présenté les réseaux de neurones que autant la partie entraînement est très 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 lourde en tant que calcul, autant la partie inférence, c'est instantané puisqu'on rentre des entrées et clac, on sort les sorties immédiatement en une passe. Et donc grâce à ça, et puisque ces calculs sont à faire dans chaque cellule, il y a eu une accélération énorme. Ils ont regardé maintenant les quantités physiques a posteriori. Et a posteriori, il y avait une relativement bonne conservation de l'énergie, du moins quand on était dans des généralisations par interpolation. C'est-à-dire si on essayait des cas qui n'avaient pas été pris dans l'apprentissage quand même, mais qui étaient interpolés dans les mêmes bornes de données d'entrée que l'apprentissage. Dès qu'on s'écarte de ça, dès qu'on veut faire de l'extrapolation, là les ennuis commencent et on a quelque chose qui marche pas très bien. Et donc on n'a aucune garantie par rapport à ça. Alors on peut ruser un petit peu en disant bon c'est pas grave si on a un calcul non linéaire, ce qu'on a calculé par les méthodes d'IA, de machine learning, on le met comme des points initiaux de démarrage de notre itération non linéaire et on gagne quand même un grand nombre d'itérations. Donc encore une fois il y a des références ici. Donc c'est vrai, mais du coup c'est un peu moins percutant et c'est pas faisable dans tous les cas. Donc on se dit il faut mettre de la physique. Alors la physique, il y a une solution très élégante proposée par Mazir Raisi dès 2017. Supposons qu'on a une équation différentielle qui est de du sur dt égale une fonction de t, x, u, x, etc. Alors on définit, le résidu c'est ut moins n, et là on définit une fonction perte. On suppose qu'on a des points de colocation ou d'entraînement pour lesquels on connaît la valeur de u, étant donné les valeurs de x et de t. On connaît un certain nombre de points, on connaît les conditions aux limites aussi, d'accord? Donc on a de grand nombre de points de mesure, et on se dit, on va entraîner un réseau de neurones à directement prédire U à partir de X, le vecteur X et le temps T. Ça donne quelque chose un petit peu comme ça, et là, c'est là qu'on voit la beauté de la differentiable programming dont j'ai parlé. Ça, c'est le seul réseau qui va être calculé, U. Et comme on est
totalement différenciable. Si on connaît U fonction de t x1 x2 xn, on peut calculer aussi la dérivée de U par rapport à t, par rapport à x1 x2 xn. Donc toutes les dérivées ut, ux1 x2 sont déduites de ce réseau ici U. D'accord? Donc il y a un seul réseau en fait qu'on apprend, c'est celui-là, et les autres en sont parfaitement déduits. On le calcule comme ça, n, le résidu et la loss. Bon, donc ça marche pas mal, enfin, je veux dire, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très élégant. Il y a quand même des problèmes, c'est que ça résout pas tout. Alors c'est sans maillage, hein, puisqu'on a directement TXU, mais dès qu'on va changer les conditions limites, le second membre, etc., il faut refaire tout l'apprentissage, donc il faut avoir de nouveau les points de données. Ça, c'est une grosse limitation, et il faut beaucoup de points de mesure. Et en plus, la physique, bon, elle est dans la loss, elle est dans la fonction perte, donc on va essayer de la minimiser, mais elle n'est pas toujours strictement résolu. Si on cherche un champ à divergence nulle, il ne sera pas forcément tout à fait nul. Donc, il faudrait essayer d'aller plus loin. Alors, jusque-là, on se dit, bon, c'est bon, il faut de la physique. Et puis, récemment, il y a eu GraphCast, qui d'ailleurs vient après d'autres travaux, qui là, c'est le retour, je mets surrogate strike back, parce que c'est le retour de Fully Database Model. GraphCast, donc par l'équipe de DeepMind, ils ont pris 39 ans de données RA5, voilà, ils ont un maillage, alors ils ont des maillages un petit peu sophistiqués, ils ont des transferts entre différents types de maillages, etc. Mais bref, ils ont un modèle qui, si on lui rentre les données, alors je ne sais pas combien de nombre de variables, un grand nombre de variables, il y a 6 heures et maintenant, il prédit ce qui se passera dans 6 heures. Et il fait ça par autorégression, donc il s'est itéré plusieurs fois pour prédire à 10 jours. Ils ont montré des résultats de prédiction à 10 jours qui sont bien mieux, sont mieux, en tout cas au moins aussi bons et souvent mieux que les résultats du modèle officiel de CMWF, dont j'ai oublié la désignation exacte, European Weather Forecast. Bref. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'il y a 36 millions de poids. Alors ça peut avoir l'air beaucoup, mais vous verrez que c'est très peu en fait par rapport au large language model dont je vais parler très bientôt. Donc la loss était très classique. Il y a 3 semaines d'apprentissage sur 32 TPU. Alors TPU, c'est les super GPU de Google, hein, c'est beaucoup plus qu'un GPU. Et voilà, donc ils ont publié un article dans Science qui décrit ça. Alors comme je l'ai dit, c'était pas les premiers dans le genre. Il y avait eu un peu avant ForecastNet par NVIDIA, PanguWeather par Huawei, et puis donc GraphCast. Vous voyez que les temps d'apprentissage, ça varie de 16 heures, mais celui-là était beaucoup moins bon en performance. Ces deux-là sont assez proches. Et donc là, c'est 2 semaines, là, c'est 3 semaines. Les temps d'inférence, je vous disais, c'est instantané. Alors oui et non, parce que quand même, ici, il y a quand même des calculs à faire pour passer d'une grille à l'autre, hein, dont j'ai parlé très rapidement, enfin, j'en ai pas parlé, qui font quand même qu'on a atteint 60 secondes d'inférence. Alors évidemment, c'est rien par rapport au fait de calculer par le modèle élément fini, qui prenait, je ne sais plus, 300 heures ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même un gain de temps énorme, et donc ils atteignent des résultats meilleurs. Alors, il y a 227 variables par point. Donc, vous voyez qu'on atteint quand même des nombres de variables énormes et des temps de calcul raisonnables. Raisonnables, mais... Alors, je vais faire un tout petit aparté. Oh, pardon, oui. Donc, il faut, sans doute, parce que ça ne résout pas tout, il y a encore des problèmes aussi de out of distribution generalization, c'est-à-dire en particulier s'il y a du climate change, les données d'il y a 39 ans, elles vont pas être très pertinentes, probablement, et donc out of distribution generalization devient vraiment un problème. Et puis on n'a toujours pas d'erreur, de borne sur les erreurs, il y a toujours un problème d'explicabilité, on aime bien comprendre, là on est résultat brut, on en a parlé ce matin déjà. Est-ce qu'il faut faire mieux ? Alors, je vais parler d'une deuxième opportunité très vite, c'est un peu de pub pour ce qu'on fait, et ça se rapproche un petit peu plus du PEPR, la notion de corrélation par rapport à causalité. Donc, vous savez que tout ce qui est l'apprentissage supervisé, ça donne des résultats de corrélation. Ça dénote des corrélations, ça apprend des corrélations. Et mon exemple favori, c'est pas que le mien, mais c'est que si je vois des parapluies, c'est qu'il pleut. S'il pleut, c'est que je vais voir des parapluies. Mais maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est pour prendre des décisions. Si je fais ouvrir son parapluie à tout le monde, ça ne fera pas pleuvoir. Et donc, c'est ce genre de choses qui est la causalité. La causalité permet de donner un sens un petit peu à
ces corrélations, si je puis dire. Et donc, c'est absolument indispensable pour une meilleure compréhension, pour une meilleure prise de décision, de connaître pas seulement la corrélation, mais la causalité. On peut souvent l'apprendre à partir des données. Et je vais juste donner 2 exemples de travaux qui ont été faits, alors en partie dans mon équipe, mais pas par moi. Donc, je ne serai pas trop capable de répondre aux questions. Le premier, c'est le projet Orapest. Donc, c'est le lien entre les pesticides et puis les problèmes de santé des nouveau-nés. Ça, c'est les cartes de vente de pesticides en 2013 et 2017. Donc ça n'a pas vraiment baissé. Alors, on couple ça avec des cartes du Service national des données de santé, et pour essayer de trouver une causalité entre les pesticides et la proximité, je dirais, du lieu de résidence des nouveau-nés, ou de la mère d'ailleurs, avant qu'ils soient nouveau-nés, et les taux de pesticides qui ont été épandus pendant la grossesse. Un deuxième projet, NutriPerso, donc ça c'est avec l'INRAE, c'est un projet mené par INRAE, CEA et EuroParisTech, et l'INRAE est un petit partenaire, mais pour cette partie-là, causalité, on a utilisé les données du panel Kantar. Donc il y a 160 000 différents items de nourriture, 20 000 foyers pour lesquels on a les codes barres de tout ce qu'ils ont acheté pendant 20 ans, je crois, un truc comme ça. Et on a le Body Mass Index, qui est la seule donnée de santé qu'on a pour eux, mais bon, qui donne des choses. Bon, alors donc là aussi, il y a apprentissage de la causalité. Donc est-ce que manger de la junk food, ça va vraiment être mauvais? Enfin, c'est ça qui va entraîner que le BMI va se dégrader. Il y a eu des résultats que je ne vous dévoilerai pas ici parce qu'il n'y a pas du tout le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, j'ai dit, il y a 170 000 food items. Par exemple, il y a 387 sortes de pizza. Et ça rend les choses évidemment beaucoup plus difficiles. On peut pas dire juste manger de la pizza, c'est mauvais ou c'est bon. Il faut aller beaucoup plus dans les détails et regarder les compositions. Voilà. Donc maintenant, quelques risques. Je vois que le temps passe à une vitesse effrayante. Donc je vais aller très très vite. Je vais vous parler de risques, juste pour rigoler un peu, que vous avez peut-être déjà vu. La reconnaissance d'image qu'on pense être quelque chose. Là, typiquement, c'est une caméra qui était chargée de suivre le ballon automatiquement pendant un match de foot, et il s'est mis à suivre la tête de l'arbitre qui était chauve. Voilà. Bon, c'est moins drôle, par exemple, quand le contexte a varié. Ici, c'est un système de direction de conduite automatique. Quand il fait soleil, il voit bien que la route, elle va tourner à gauche, mais le même paysage la nuit, il fait tourner à droite. Évidemment, c'est un petit peu plus gênant. Donc, des problèmes de robustness. Il y a des robustness aussi, là, c'était le contexte, là, c'est contre des attaques. Vous avez tous, je suppose, déjà vu ça. On a une image, on la modifie très légèrement, c'est imperceptible à l'œil. On peut même dire qu'on ne modifie que les parties qui sont encore plus indétectables, comme ici l'herbe, et non pas le ciel où on verrait peut-être des petits points. Et puis, au lieu d'une vache, ça devient un feu rouge. Plus dangereux encore, on peut imaginer que des gens malicieux viennent déposer des bouts de scotch blanc et noir sur un panneau stop qui devient du coup speed limit 45. Donc un système de reconnaissance automatique va avoir quelques problèmes. Et puis, vous connaissez tous aussi les deepfakes. Il y a eu une interview fake, évidemment, j'ai oublié son nom, bon bref, le président de l'Ukraine, Vladimir, lui-même. C'est marrant, quand on est là, on perd ses moyens. Disant que l'Ukraine se rendait à la Russie. D'accord, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi moins peut-être avec des conséquences moins grandes au niveau mondial, mais quand même, c'est quelqu'un qui a fait imiter la voix du CEO d'une grosse affaire financière et qui a réussi à faire transférer 240 000 $ sur un compte qui évidemment a immédiatement disparu. Voilà, donc il y a des problèmes de deepfake. Mais alors deepfake, vous me direz, c'est pas vraiment du supervisé. Non, deepfake, qu'est-ce que c'est? C'est du génératif. Enfin, c'est un peu entre les deux. On a des exemples de vidéos du président de l'Ukraine, de vidéos du CEO, enfin de audio du CEO, et puis on essaye de générer des choses qui sont pas là. Et donc on va passer maintenant à l'IA générative. Alors je vais sauter tout ce qui est images parce que vraiment il n'y a pas le temps. Vous connaissez les images, génération d'images à partir de sa légende, et je vais passer directement au NLP. Alors, NLP, les premiers modèles de traitement du NLP, c'était... Alors d'abord, il y a un prérequis qui est de mettre tous les mots du vocabulaire dans un espace vectoriel, puisque l'apprentissage et les réseaux de neurones ne savent traiter que des vecteurs de réel. Donc c'est ce qu'on appelle les word embeddings, et on s'arrange pour que, évidemment, deux mots qui sont de sens proche, c'est-à-dire qui apparaissent dans les mêmes documents,
et une distance courte dans l'espace dans lequel on les plonge. Donc ça, on passe de 10, 20, 30, 50 000 mots à une dimension 300-400, ce qui est peu, mais qui est de toute façon trop gros pour un esprit humain. À partir de là, les premières tentatives, c'était des réseaux de neurones récurrents. On rentrait la séquence comme ça petit à petit. Hop, on avait un encodeur qui passait la main à quelque chose qui devait sortir, par exemple ici, la traduction. Ça a été rapidement dépassé par le célèbre article qui dit « Attention is all you need », qui aujourd'hui est cité plus de 100 000 fois. Donc je ne sais pas si vous réalisez que c'est que 100 000 citations. Quand on atteint 100, en général, on est déjà content. Voilà, donc voilà. Donc 100 000 fois. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on n'entre plus la séquence en séquence, si je puis dire. On entre globalement toute la séquence et chaque item a sa position codée avec lui. D'accord? Donc il n'y a plus de récurrence. Il y a un gros réseau. Et puis il y a le mécanisme dit d'attention. Oups. Aïe, 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 ça y est, ça recommence. Le mécanisme dit d'attention qui dit en fait, qui permet de pointer d'un endroit sur d'autres points de la séquence, qui je rappelle sont tous entrés en même temps, en disant c'est important pour moi. Ça c'est important pour moi. C'est fait à la fois dans la séquence d'entrée et dans la séquence de sortie avec multi-head attention, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécanismes d'attention qui sont en fonctionnement parallèle. Bon, c'est pas très grave, les détails, de toute façon, je pourrais pas les donner là, vraiment. Mais c'est ça qui a donné, donc, ce bloc-là, qui s'appelle un bloc transformer, souvenez-vous, dans les meilleurs résultats, même en image. En image, la position, elle est 2D au lieu d'être 1D, mais le principe est le même, en gros, qui ont les meilleurs résultats ici. Alors, les LLM, on y arrive, Large Language Model, donc on a une suite de blocs de transformers. Chaque bloc ici, c'est un peu comme le précédent, peut-être en simplifié, enfin en compliqué, c'est comme on veut. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les transformers, dans les LLM, ils sont entraînés pour prédire le mot suivant. D'accord? On leur donne une séquence qui s'interrompt et ils doivent prédire le mot suivant. C'est tout ce qu'ils savent faire. Par contre, ils ont digéré ici, par exemple, 400 milliards de tokens. Donc, token, c'est un mot ou une partie d'un mot, c'est pas très grave. D'accord? 400 milliards, d'accord? Et ils ont appris sur une fenêtre ici, par exemple, pour GPT-3 de 4000. Donc, la taille des fenêtres qu'on entre, c'est 4000 mots quand même. Hein, c'est pas mal. En tout, il y a 50 000 tokens. Et donc, ils savent prédire le token suivant, étant donné les tokens qui viennent d'arriver. Le coût d'apprentissage est énorme, j'espère que je vais avoir le temps d'en parler. C'est des modèles monstrueux, donc, puisque c'est des milliards de poids. Le pompon en ce moment, c'est les trucs de Google, Palm, qui a 540 milliards de poids. D'accord? Donc c'est ce genre de choses, répéter. Donc ça existe aussi pour l'image de la musique. Et si on regarde ce qui est paru récemment, en avril dernier, donc ce que disait Jacques, hein, c'est déjà obsolète, mais bon, c'est déjà impressionnant. C'est tous les LLM qui ont été publiés, avec en plus le petit label là de la firme qui les a publiés. Vous voyez que Google est loin devant. Après, il y a Meta, Huawei et compagnie. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça foisonne, ça pullule, et certains sont open source, d'autres ne le sont pas. Alors, maintenant, ça, c'est des LLM, ça prédit le mot suivant. Ça ne suffit pas pour faire un chatbot. Un chatbot, ben, c'est ça, plus, alors, du fine-tuning. Donc là, on revient au supervised learning, et on lui apprend que, dans tel cas, il a répondu ça, c'est pas bien, on lui donne des exemples de la réponse qu'on attend, etc. Donc ça a donné un truc intermédiaire qui s'appelle InstructGPT. Et puis, enfin, et cette étape est indispensable, ça s'appelle RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback. Donc là, c'est pour éviter tous les propos racistes, etc., qui sont insupportables. Et donc, ça donne, alors, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs, et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est fait par les utilisateurs, éventuellement dans l'utilisateur de juger, et ça fait autant de données pour l'apprentissage, justement, humain et pour l'amélioration. Aucun système dans l'histoire de l'humanité n'avait été testé de manière aussi importante et n'avait réussi à récupérer autant de feedback.
Donc ça, c'est un point aussi très très important. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire, ces LLM, à part faire de la traduction donc en langage naturel, hein, ça fait des résumés, ça fait des traductions, ça génère des lettres d'embauche, de recommandations, etc., etc., et ça le fait très bien. Tout ce qui est formatage est parfait, quasiment parfait. Si vous lui demandez en alexandrin, je sais pas quoi, il va vous faire des alexandrins très beaux. Bon, c'est pour le gadget. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut le fine-tuner, c'est-à-dire on lui donne quelques milliers d'exemples supplémentaires de ce qu'on voudrait, et on peut ajuster les poids pour que, par exemple, au lieu d'être woke, comme l'estiment les républicains américains, ils deviennent right-wing, et ils soient contre l'avortement, et ils pensent que le président américain, Trump, décidément, que Trump a gagné. Donc il va vous dire que Trump a gagné après quelques heures de fine-tuning. Et on le fine-tune sur les discours de Mike Pence, le vice-président de Trump. Mais plus intéressant pour nous et pour vous, ce sont des outils d'exploration. Et je prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'agroécologie, mais qui est récemment sorti, c'est le AlphaGéométrie de DeepMind, qui est du niveau des Olympiades, médaille d'or d'Olympiade de maths en géométrie. Comment ça marche ? Eh bien, en fait, on l'a entraîné avec des millions vraiment de différents théorèmes de géométrie. Alors, c'est géométrie 2D, il s'agit de proposer des constructions. Je vais construire le point qui fait ci, qui fait ça, je vais construire la droite qui fait ci, qui fait ça. Donc, le LLM génère des constructions possibles, mais pas complètement au hasard, parce que là, ça serait quand même trop difficile, mais à partir de son corpus sur lequel il a été fine-tuné. Et derrière, il y a un logiciel de déduction formelle qui existe depuis longtemps, hein, que les matheux avaient mis au point depuis longtemps, qui valide ou invalide les hypothèses proposées par le LLM. Et c'est comme ça qu'ils arrivent rapidement à trouver des solutions très compliquées. Hein. Bon, je n'ai même pas lu tout ce que ça dit là, mais c'est l'exemple qui est dans leur article. Des choses très compliquées, à des problèmes de géométrie, d'état tout à fait intéressants. Quels sont les risques ? Eh bien, les risques sont environnementaux, j'y viens tout de suite, même si je suis déjà un peu en retard. Les risques sont les fakes, on en a déjà parlé. Les risques sont, alors le fait que ça devienne stéréotypé, ça a déjà été un peu évoqué ce matin dans une question, on va perdre un petit peu de connaissance et d'imagination. Typiquement, là, vous avez qu'est-ce que c'est qu'un assertif CEO ? D'une part, il n'y a pas de femmes, et d'autre part, vous voyez qu'ils se ressemblent tous. Voilà. Et puis, donc il y a des risques sociétaux sur sur beaucoup de professions, là j'ai cité les plus menacées directement. Et enfin, au niveau légal, et je reprends ce qu'a dit Patrick par exemple dans l'ouverture, on ne peut pas se contenter de faire de la technologie, il faut absolument voir quelles sont les conséquences à l'extérieur et sur la société. Donc il n'y a aucune transparence, on ne peut pas dire tu m'as dit ça, mais pourquoi, c'est d'où ça vient. Et puis, il va récupérer sur le web tout ce qu'il peut, sans aucun scrupule par rapport à la RGPD et compagnie. Donc il faut absolument... Hop, ça y est, c'est raté. Voilà, il faut absolument réguler et éduquer. Alors, revenons un peu sur l'environnement, les coûts environnementaux. Donc ça, ce sont les émissions de CO2 en équivalent en tonnes d'émissions de CO2 pour les modèles, les LLM les plus connus. Donc vous voyez que le GPT-3, il est énorme, et GPT-4, évidemment, on n'en sait rien parce que GPT-4 est resté très fermé. Et là, c'est le coût de l'apprentissage en millions de dollars, ici, en log, et puis par rapport au nombre de poids. Donc vous voyez que Palm ou Gopher, etc., sont les plus coûteux, 10 millions de dollars l'apprentissage, sachant qu'évidemment, ils n'en ont pas fait un seul, bien sûr, puisqu'il faut le faire, le refaire, etc. Et donc, quelque chose qui est très important. Alors bon, les gens ont commencé à réaliser que ce n'était pas forcément une bonne idée, et à faire des choses plus petites, et ce qu'on appelle le frugal learning est en train vraiment de prendre beaucoup. Et alors, il y a le paradoxe de la soutenabilité. Par exemple, DeepMind a fait du renforcement de learning pour optimiser le refroidissement de ses serveurs. Et donc maintenant, il dépense moins d'énergie à refroidir. Donc il y a visiblement un compromis à trouver. Et de toute façon, là, c'est complètement ouvert. Il y a les tenants purs et durs de la technologie et les autres. Alors, très vite, l'apprentissage par renforcement. Alors, c'est Alan Turing, et encore lui, bon, je vais quand même revenir sur Alan Turing, encore lui qui a dit, déjà, à l'époque, dans les années 50, pour
faire une machine intelligente, on ne peut pas la programmer, c'est trop long à programmer. Et donc, ce qu'il faut, c'est lui faire apprendre des choses avec seulement 2 entrées, récompense ou punition. Donc, c'est ça exactement l'apprentissage par renforcement. On a un agent qui est dans un environnement, qui fait des actions, l'environnement change, et il reçoit une récompense, et il reçoit un petit peu, il récupère ce qui a changé. Et à partir de ça, il doit trouver une politique optimale, c'est-à-dire pour chaque état, parce qu'il a un état interne qui met à jour, trouver la meilleure action pour maximiser la récompense cumulée au cours de sa vie. Bon, je passe très vite ici, simplement, donc, le Q-learning, ça a été une méthode historique. Il y a toutes les méthodes de policy gradient, en particulier la meilleure aujourd'hui, ça s'appelle PPO, et puis il y a tout ce qui s'appelle les multi-arm bandits, qui sont des méthodes où, instantanément, par rapport à ce qui a déjà été essayé, on va trouver le meilleur compromis entre essayer des nouvelles choses qu'on n'a pas encore essayées et essayer ce dont on sait que ça a bien marché. Et pour l'agriculture, là un peu de publicité, INRIA, il y a donc Audalric Maillard qui est dans la salle et pourra répondre à vos questions, mais moi certainement pas, qui a proposé plusieurs projets. Alors un petit jeu ici qui simule donc l'écosystème agricole avec des plantes, des différents types de sols, des fertiliseurs, etc., qui sont couplés habilement et tout ça sous la forme d'un jeu. Et il faut évidemment apprendre ce qu'on doit faire en tant qu'agriculteur ou jardinier, etc., pour maximiser les récoltes. Okay, et pour montrer la difficulté de cet écosystème et sa complexité, en fait, PPO, qui est vraiment le meilleur algo de reinforcement learning qu'on connaisse, est largement battu par un expert jardinier ou agriculteur écrit à la main. Et puis donc, 2 autres problèmes. Donc là, c'était totalement artificiel. Maintenant, il y a aussi, avec son compère Gautron, ils ont écrit une version aussi jouet, mais du DSSAT, que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, donc qui fait un modèle de croissance dynamique des cultures. Et ici, ça a été traité sur un vrai use case, qui est la production de maïs dans le sud du Mali. Donc là, l'idée, c'était de savoir comment on gère l'introduction de nitrite, nitrogène, vous savez. Et donc là aussi, avec des vraies données, ça a donné quelque chose qui est... L'apprentissage par renforcement a permis d'améliorer par rapport à ce que les gens font d'habitude, qui est regarder ce qui se passe pendant un certain nombre d'années en faisant des trucs proportionnels. Et puis enfin, quelque chose qui est ongoing, c'est récupérer des données sous la forme d'une plateforme collaborative, des vraies données, donc, dans la région, pour les jardiniers et les cultivateurs. J'en arrive à la conclusion. Il y a un gros problème d'acceptation sociale de l'IA. Et il est très variable suivant les pays. Donc vous voyez qu'en Chine, 78% de la population accepte, et en France, qui est le dernier, là en bas, c'est seulement 31%. Avec, bon, vous pouvez lire tous les choses comme ça. Donc tout ça, ça vient de l'AI Index, publié par Stanford. Voilà, donc, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tout dépend pour les raisons pour lesquelles on le refuse. Si on est critique, comme je le suis aussi, tout va bien. Si on est complotiste, peut-être que c'est un peu excessif. Donc, voilà, à voir. Alors, je vais sauter ça. Et en particulier, je parlais de complotisme, et il y a des épouvantails qui sont agités comme « Attention, l'IA va réussir à prendre le contrôle de l'humanité », et en particulier, il y a eu, vous avez certainement vu passer une lettre ouverte de grands entrepreneurs de la tech, dont Elon Musk, qui d'ailleurs par ailleurs a développé immédiatement et le plus vite possible son propre LLM, mais c'est une autre histoire, qui disent que donc l'IA Artificial General Intelligence System, donc quelque chose qui saurait tout résoudre, parce que pour l'instant tout ce qu'on a vu et tout ce que je vous ai montré, c'est très spécialisé, ça sait faire une chose et pas d'autre, même si ça sait en faire 10, mais c'est pas général. Et pour l'instant, il manque encore beaucoup de choses pour que ça soit, donc personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de danger que l'humanité soit débordée. Donc il manque la motivation intrinsèque. Pour l'instant, on donne un but au programme, et il n'est pas capable de se trouver un but tout seul. Alors évidemment, s'il y arrive, peut-être ça sera un peu différent, mais je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas. Il est incarné,
Donc à chaque fois, il y a des gens qui travaillent là-dessus, bien sûr, mais voilà, il est incarné, et ça fait aussi une grosse différence d'être incarné dans le monde réel. Et puis, il y a ce qu'on appelle le sens commun. Donc là, où pour l'instant, il n'y a pas l'équivalent du sens commun, qui est en fait, alors peut-être se résumer à de la connaissance accumulée pendant son enfance, mais je ne sais pas. Et puis, bon, je n'entrerai pas dans la discussion sur la conscience, être conscient de soi. Il y a des gens qui essayent de trouver la conscience artificielle. Voilà. Par contre, à qui profite ce crime? J'ai parlé d'épouvantail. C'est un épouvantail qu'on agite devant la population. Il y a même une religion qui s'appelle intelligence artificielle. Je ne sais plus dans quel pays ça a été arrivé. Parce que pendant le même temps, et là il faut se méfier, il y a un contrôle vraiment de plus en plus prégnant de nos activités. D'accord ? On laisse des traces partout, il y a des caméras, mais même sans caméra, etc. Il y a donc une perte de souveraineté des individus par rapport à leurs données personnelles et aussi par manque d'éducation. J'ai parlé d'éducation, c'est absolument impératif. Et puis, il y a une perte de souveraineté des États par rapport à ces compagnies big tech. Et ça, c'est peut-être plus grave parce que les gens qui sont là, ils sont là comme par hasard. Enfin, par hasard. Ils ont certainement des grands talents de financiers, d'entrepreneurs, mais c'est pas forcément ceux qu'on aimerait voir nous diriger. J'ai parlé d'Elon Musk et je le répète. Voilà, donc il ne faut pas seulement un moratoire, comme ça a été réclamé par ces gens-là, mais il faut vraiment une régulation forte et puissante. Et par exemple, une première régulation pourrait être l'interdiction des armes létales autonomes dirigées par IA, comme il y a l'interdiction des armes biochimiques, des armes nucléaires, même si on sait que ça n'empêche pas qu'il en apparaisse ici ou là, c'est quand même une certaine manière de limiter. Voilà, et donc pour terminer, je résume, differentiable programming, des représentations latentes, donc ça c'est la partie technique. Il faut être imaginatif dans les fonctions de perte qu'on va essayer d'optimiser par des réseaux de neurones. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis pour définir des architectures qui, à première vue, peuvent avoir l'air d'usine à gaz et finalement se réservent marché et puis seront éventuellement simplifiées plus tard. Il y a beaucoup, de plus en plus d'outils pré-entraînés. D'accord ? Et il faut surtout être très très malin dans l'hybridisation qu'on peut faire de l'IA avec le métier. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens du métier s'emparent de ça, en collaboration avec les gens d'IA, puisque c'est impossible de suivre tout ce qui se passe si on n'est pas à temps plein dedans. Et il ne faut pas oublier les problèmes sociétaux. D'accord ? Je n'ai pas parlé beaucoup de confiance et de sûreté, j'ai parlé un peu de sustainability, oui, bon. Donc il faut à la fois faire de la recherche pour essayer de trouver comment borner et améliorer ça, mais aussi éduquer les gens pour que si ils rejettent l'IA, ça soit pour des bonnes raisons et pas par complotisme, par exemple. La régulation est très très en retard sur la techno, et la techno accélère de plus en plus vite, donc la régulation, on sait que ça prend beaucoup de temps, malheureusement. Et puis il y a un problème donc de souveraineté qu'il faut garder. Bon, et la réponse à toutes ces questions, évidemment, c'est 42. Merci. Bon, alors je crois que c'est au suivant. Je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup débordé. 10 minutes. Merci beaucoup Marc. Donc on va passer juste à l'exposé suivant. Donc après les orateurs Marc, Christian Huyghe, Philippe Vissac et Delphine Bernois seront ici là et pourront répondre à vos questions directement. Puis je suis encore là cet après-midi, mais je dois partir. Donc si vous avez des choses à me poser, profitez des pauses. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc là, il y aura une séance de questions groupées, comme l'a annoncé Jacques à l'instant. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Huyghe, qui est donc directeur scientifique agriculture à INRAE, et donc qui a accepté de présenter. Alors la commande, c'était... alors je ne sais pas quel titre tu vas donner à ta présentation, mais c'était au fond que Christian nous donne un petit peu l'ampleur, la dimension, les ordres de grandeur des changements à opérer pour la transition agroécologique et en quoi le numérique doit pouvoir y trouver sa place. Voilà. Merci Claire. Et histoire de vous changer, en fait, j'ai pas fait de diaporama parce que comme ça vous oblige à écouter, ou alors vous faites vos mails, enfin comme vous voulez quoi. Après tout, c'est un droit aussi. Hein. Et donc la réponse par rapport à qu'est-ce que ça va changer, la réponse c'est 42. Voilà, Marc a répondu. Donc je m'arrête là.
Non, en fait, c'est... en gros, est-ce que la transition agroécologique, ça a été un petit peu initié par Thierry tout à l'heure, est-ce qu'elle va changer, en fait, du fait que le numérique arrive? Qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre? Et qu'est-ce qu'on a en droit de ne pas attendre? C'est une question intéressante, en fait. C'est comme ça que tu l'avais formulé initialement, Claire et Jacques, vous l'aviez formulé comme ça. Et la réponse, elle est complexe. Et en fait, en écoutant ce qui va d'être présenté, j'étais pris par une forme de vertige en disant qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? La seule bonne nouvelle est arrivée à la fin en disant que tout compte fait, le jardinier à peu près entraîné faisait encore mieux que la machine. Ce qui est plutôt pas mal, mais combien de temps ça va durer? Bon, après, la machine, elle va avoir du mal à mettre les pieds dehors, et donc il va bien falloir que l'humain, à un moment donné, le jardinier du dimanche, il mette les pieds dans la terre. Et puis l'autre bonne nouvelle, de façon un peu plus sérieuse, sans rigoler, c'est quand même on a globalement, quand on parle d'agroécologie et donc d'agriculture et donc de biologie, on a une forme de vision un peu réductionniste du temps d'adaptation, parce que comme Marc vient de le montrer, en fait, on a des temps d'apprentissage qui sont relativement courts. Le vivant, ils viennent se taper 1,5 milliard d'années de tests, avec énormément d'erreurs, énormément, si vous vous amusez à regarder en fait les phylums qui se sont développés dans le vivant. Il y a eu des endroits, ça a été des cul-de-sac, et on est reparti en arrière. Si vous êtes intéressé par la géologie, vous regardez ce qu'il y a dans les schistes de Burgess, qui sont dans l'ouest du Canada, et où il y a... Nous, maintenant, tout ce qu'on connaît dans le vivant, dans tous les animaux, en fait, on est des animaux symétriques, avec deux plans de symétrie, un plan de symétrie, quoi, un droite, une gauche. Et bien, dans les schistes de Burgess, il y a des très gros animaux, de la taille d'1 mètre, qui ont 5 plans de symétrie. Ça veut dire qu'à un moment donné, le vivant, il a testé des trucs un peu bizarres, qui ont duré pendant un certain temps, puis ça s'est arrêté. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je pense que le vivant est infiniment plus compliqué que ce qu'on imagine aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit, et Thierry l'a un peu évoqué tout à l'heure, en parlant en fait de la découverte de l'écologie. Et on continue à sous-estimer en fait la complexité devant laquelle on est. Donc, la transition agroécologique, qu'est-ce que le numérique peut apporter là-dedans? Et en fait, il va y avoir une entrée agricole. C'est pour ça que je suis payé. Et donc, en gros, l'agroécologie pour l'action. Pas une agroécologie contemplative, mais il faut bien que ça serve à quelque chose, cette histoire-là. Et donc, aller vers de l'opérationnel. Et donc, de se dire, tout compte fait, c'est quoi les innovations au service de l'agroécologie que l'on peut attendre de la part du numérique et quelles sont les innovations de l'agroécologie qu'on peut attendre par rapport aux objectifs de l'agriculture. Ce qui permettra en passant de reparler des objectifs de l'agriculture. L'agroécologie, j'avais prévu tout un paragraphe, et heureusement que je n'avais pas fait de diapo, parce que Thierry l'a tout dit tout à l'heure. Terme polysémique, et l'exposé d'extrême qualité de Thierry vous a permis de tout couvrir et de tout voir. En gros, c'est comment on arrive comment la complexité, la diversité fonctionnelle permet de générer un certain nombre de services, et donc comment en agriculture, on va construire la diversité fonctionnelle au service des objectifs que l'on a. Et donc, en gros, on n'est plus sur une diversité fonctionnelle subie, on est sur une diversité fonctionnelle choisie, avec, quand vous regardez tous les papiers qui traitent de l'agroécologie aujourd'hui, en fait, ils ont tendance à limiter la diversité fonctionnelle à hauteur d'homme. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on voit, il y avait beaucoup d'exemples dans ce que disait Thierry, c'est la diversité des plants, par exemple. Ça se voit, en fait. C'est très compliqué, et il y a très peu de papiers aujourd'hui qui disent, mais tout compte fait, je regardais aussi la diversité fonctionnelle des microbes, qu'aujourd'hui on subit complètement, mais est-ce qu'on peut la manipuler? Enfin, la manipuler. Le mot manipuler, dès qu'on dit manipuler, c'est OGM. En fait, est-ce qu'on peut l'organiser? Voilà, c'est mieux, c'est plus positif, à notre service. Là-dessus, on commence à être un peu court. Il y a quelques situations, quelques case studies qui permettent d'aller vers ça. Et donc, l'objectif global, et c'est le cœur même de l'agriculture, c'est concilier performance économique et productive, la fameuse souveraineté alimentaire dont le ministère de l'Agriculture est aujourd'hui baptisé et qui figurait encore dans le discours du Premier ministre hier, et la performance environnementale. Les deux sont obligatoires. La vision à long terme, elle est celle-là. Il faut obligatoirement concilier les deux. Il ne faut pas dire je privilégie un au détriment de l'autre. Privilégier la performance productive au détriment de l'environnement, ça revient à privilégier aujourd'hui par rapport à demain. L'environnement, demain, on en a besoin si on est dans un environnement qui ne permet plus de vivre. On pourra avoir toute l'IA qu'on veut, toute l'agroécologie qu'on veut, on sera planté. Voilà. Donc,
Et puis vous ne pouvez pas dire je vais privilégier demain à aujourd'hui, parce que si vous ne survivez pas aujourd'hui, ça aura peu de chance pour demain. Donc on doit faire ça. Et c'est un truc, je trouve, dont on ne parle pas assez, c'est quelle est la vision que l'on a du futur. Pour citer Étienne Klein, ça va faire sourire Claire, le futur ne peut pas être en lévitation. Et on ne peut pas dire, on verra, Inch'Allah. Non, il faut dessiner un futur. Et l'agroécologie s'insère là-dedans. Alors pour y aller, et je cite Sian White, qui a écrit un papier là-dessus que je trouvais extrêmement intéressant parce que simpliste. J'aime bien les choses simples. En 2021, dans Ecosystem Services, il dit en fait, pour produire tout ce dont on a besoin, que ce soit de l'environnement, de la production, mais aussi du plaisir, mais aussi des services culturels, on n'a que 3 types de capitaux à notre service. Le capital travail, sachant que l'objectif, c'est de réduire au minimum. L'objectif, c'est pas d'augmenter la charge de travail. Mais si vous voulez réfléchir à des questions sur le travail, je vous recommande la lecture de Pierre Charbonnier, qui a écrit des tas de choses là-dessus, notamment un bouquin, un gros pavé de 700 pages qui s'appelle « Abondance et liberté », où il a tout un truc sur le travail et pourquoi et comment on a cherché à le réduire au fil du temps. Le deuxième, c'est le capital technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mobilise comme technologie, comme ressources plutôt exogènes à système qui permettent de faire bouger. C'est typiquement les engrais, les machines, les pesticides. En gros, toute la période d'intensification agricole que l'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale est basée complètement là-dessus. Et le numérique qui rentre là-dedans. Et puis le troisième, c'est le capital naturel. C'est-à-dire qu'est-ce que le milieu permet de faire. Et en fait, la période d'intensification que l'on a connue, qui a conduit à avoir des marées vertes en Bretagne, par exemple, eh bien, en fait, a consisté à dire il n'y a pas de capital naturel, puisqu'on va utiliser des intrants exogènes qui vont permettre de gommer en fait, les diversités du milieu. Et en fait, l'agroécologie, elle consiste en fait à utiliser ce bout-là, à dire comment je crée un capital naturel à mon service. Et en fait, on voit comme étant agroécologie et numérique, en fait, on essaie de mobiliser 2 capitaux pour remplir une fonction de production et en même temps économiser le 3e capital, à savoir travailler moins. Travailler moins pour gagner plus, c'était pas du tout un slogan d'un président de la République il y a quelques années. Et donc la question en fait qui émerge à partir de là, c'est de savoir comment on va organiser tout ça et comment on va choisir la voie pour y arriver. Alors, en fait, quand on pense à l'agroécologie, en fait, on pense potentiellement à transformer certains systèmes de production, mais pas toujours. Et donc, en gros, je me suis amusé c'était une façon de répondre à la question de Claire, donc pour arriver à 42. Comment le numérique permet de faire bouger potentiellement les systèmes de production et les pratiques agricoles, potentiellement en mobilisant l'agroécologie. Et donc, pour faire ça, il y a un truc qui avait été défini là aussi dans un article, il y a un sacré bout de temps, par Hill et Macrae en 1996, dans une revue totalement confidentielle qui n'a jamais dépassé l'indice facteur de 0,1. Et après, elle a disparu. Et en fait, ils avaient dit, en fait, pour changer, c'est assez simple. Soit vous changez en étant plus efficient. En gros, vous ne changez pas, mais vous êtes plus efficient dans ce que vous faites. Soit vous substituez, vous remplacez quelque chose par autre chose, le système restant égal par ailleurs. Soit vous reconcevez, donc vous faites du R. Et donc c'est la grille ESR qui est assez simple en fait pour catégoriser les choses. Et en fait cette échelle-là, elle croise un truc dont on a tendance à sous-estimer l'incidence en question agricole, c'est le temps qu'il faut pour anticiper un changement. En fait, si vous faites de l'efficience, c'est quasi instantané. De la substitution, vous devez penser un peu. Si vous faites de la reconception, il faut un temps long. Et donc c'est pour ça qu'en fait quand on est tous pareils dans notre vie de tous les jours. On a plutôt tendance à favoriser des systèmes en efficience, éventuellement en substitution. La reconception, c'est un peu autre chose. Et donc, en fait, quand vous pensez l'agroécologie ou l'innovation pour l'agroécologie à cette grille-là, en fait, vous vous apercevez que vous pouvez soit dire « je fais de l'innovation pour changer », soit « je fais de l'innovation pour ne pas changer ». Alors, je vais donner le sentiment d'étaler ma science, mais... En fait, si vous essayez de retrouver d'où vient le mot « innovation », l'origine du mot, c'est un mot qui apparaît vers le XIVe ou XVe siècle. En fait, le mot d'origine, c'est « innovatio », qui en fait était la définition, c'est l'avenant à un contrat. Et en fait, si vous faites un avenant à un contrat, c'est pour ne pas changer le contrat. Donc en gros, l'innovation, initialement, c'est
quelque chose pour ne pas changer. Si vous lisez Francis Bacon, qui était il y a un sacré bout de temps aussi, en fait, il a introduit l'innovation dans un concept que le monde était parfait au début, il se va de plus en plus mal, et on fait de l'innovation en fait, pour corriger l'effet du mal. Donc en gros, pour le maintenir en état. Et puis troisième référence ancienne sur l'innovation, Machiavel, dans Le Prince, où il est question d'innovation, et en fait, il y a d'innovation qu'à partir du moment où le prince est menacé. Et donc, en fait, il mobilise l'innovation pour se maintenir au pouvoir. Encore une fois, ne rien changer. Quand on a ces trois points-là, en fait, ça conduit à nous interroger beaucoup sur quelles sont les innovations qu'on utilise. Et en fait, vous pouvez... bon, on n'est pas obligé de citer Francis Bacon tous les jours quand même, hein, mais... bon, on peut, hein, mais c'est sans intérêt ici. Mais en fait, on retrouve cette idée, je veux maintenir, donc ne pas changer ou je veux changer, dans ce qui est innovation incrémentale. Très souvent, on dit, ça ne bouge pas beaucoup, donc le système ne se transforme peu. Et l'innovation de rupture. Voilà. Donc, en fait, ce point-là n'est pas toujours si simple que ça. Alors, si je reprends ma grille ESR par rapport à ça, et si je suis trop long, Claire, tu m'arrêtes parce que tu sais que je peux être bavard comme c'est pas possible, comme une pie. L'efficience, en fait, on la retrouve à beaucoup d'endroits et où il y a beaucoup de sujets en matière de numérique et d'utilisation du numérique pour faire des gains d'efficience. Quand vous regardez tout ce qui est fait en amélioration génétique des plantes et des animaux, on est massivement sur de l'innovation incrémentale. Massivement. Et on est ultra gourmand en data et en numérique. Les modèles qui sont extrêmement efficaces pour faire de l'amélioration génétique des animaux, ils s'appuient sur le numérique. Et je n'ose imaginer ce que les révolutions que Marc vient de présenter vont faire dans ce champ-là, en fait. Je pense qu'on n'a pas vu le début de l'ombre de la révolution, mais on est typiquement pour faire de l'efficience. On ne change pas un système, on va remplacer une variété par une autre. Bon, il y a dans le cadre du PEPR des projets là-dessus, et ça permet d'y réfléchir. Quand on parle d'agriculture de précision, c'est exactement la même chose. En fait, donc, on a beaucoup de trucs qui traitent de l'agriculture de précision, puis si vous faites un projet que vous déposez à l'échelle européenne, et que vous n'avez pas mis agriculture de précision, vous allez le voir arriver. En fait, le contraire n'a jamais existé. J'adore utiliser cette phrase-là. Le contraire de l'agriculture de précision n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'agriculture d'imprécision. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'agriculture de précision ? Ça veut dire que juste on a accès, à travers un certain nombre d'éléments, de capteurs, d'informations, à un niveau de précision qu'on n'avait pas avant. Et en fait, le niveau de précision, il est essentiellement un niveau de précision en termes d'une échelle. Donc, on a accès au mètre carré, alors qu'avant, on avait accès à l'hectare. Même s'il y a des grilles qui étaient beaucoup plus larges tout à l'heure, mais en gros, on arrive à réduire la taille de la grille. On a accès à l'individu dans un troupeau au lieu d'avoir accès au troupeau en entier. Et puis aussi une information sur le temps. C'est-à-dire, si vous prenez une décision sur la base de la prévision météo, si c'est précis, mais seulement sur 24 heures, c'est pas terrible. Si c'est précis sur 10 jours, vous pouvez à ce moment-là réorganiser votre histoire. Ça rentre dans l'agriculture de précision. Alors, en fait, il y a dans les ruptures qui sont induites par le numérique, en fait, c'est l'apport de la reconnaissance et de la détection. Alors, en fait, être capable de voir et de reconnaître et de prendre une décision. Thierry, tout à l'heure, mentionnait PlantNet et le grand système international qui est autour de ça. Et on voit bien, en fait, que ça permet de reconnaître des tas de choses. Je vous ferai sourire tout à l'heure avec un sujet autour de ça. Mais en gros, on apprend et la machine aide à faire et elle permet de faire mieux que l'individu même un peu entraîné. Et puis, en termes d'application en agriculture, qui n'est pas vraiment de l'agroécologie, donc qui est plutôt dans le maintien des systèmes aujourd'hui, c'est je pulvérise que là où il y a des feuilles. Vous allez dire, c'est un peu idiot de pulvériser là où il n'y a pas de feuilles. En fait, quand vous regardez, c'est pas si évident que ça. Quand vous pulvérisez de la vigne, en fait, la première fois que vous devez traiter sur une vigne, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Et les machines, elles sont adaptées pour pulvériser partout. Si vous aviez des grands atomiseurs, ça en collait partout. Et les systèmes permettent aujourd'hui d'avoir jusqu'à 80% de réduction de bouillie pulvérisée, uniquement parce qu'il y a un capteur qui dit là, il y a des feuilles, là, il n'y en a pas. Et donc, ils se mettent en route. Donc, c'est 80% sur une application. Après, à l'échelle de la campagne, c'est beaucoup moins, vu qu'à des moments, il y a des feuilles partout. C'est de pulvériser les herbicides là où il n'y a que des adventices. Là aussi, les chiffres qui sont avancés, c'est jusqu'à 80% quand on utilise une espèce, par exemple le chardon.
Mais comme c'est assez rare qu'on passe le pulvérisateur pour une espèce, c'est tous en même temps, à ce moment-là, ça devient beaucoup, beaucoup plus faible quand vous prenez toutes les adventices. Arroser là où les plantes ont soif. Là, c'est un peu plus majeur comme impact, en fait. Une des très bonnes études qui a été faite là-dessus, c'est les travaux qui sont faits par Netafim. Alors, Netafim, c'est sans doute la meilleure des boîtes du monde en matière de pilotage de l'irrigation. C'est une boîte israélienne qui pilote, par exemple, tous les grands vignobles de la Napa Valley en Californie et qui, pour faire ça, utilise les satellites européens parce qu'il y a un accord Europe-Israël qui fait qu'ils ont accès gratuitement à la donnée là où vous voulez payer. Et en fait, de fait, ils font une irrigation au goutte à goutte par bloc de 5 cep. Ce qui, en fait, par rapport aux irrigations telles qu'on les pratique, est extrêmement efficace dès que le sol est un tout petit peu hétérogène. Vous retrouvez dans cette catégorie-là aussi les animaux, où au lieu d'alimenter à l'échelle du troupeau, je l'ai dit, vous alimentez l'individu. C'est très connu sur les vaches depuis longtemps, des alimentations individuelles, mais une vache c'est gros. Mais quand vous devez le faire à l'échelle d'un porc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, il y a des robots d'alimentation des porcs qui ont été développés. D'ailleurs, le premier a été développé à Rennes par l'IFIP, avec des tas de particularités, parce que le cochon, quand il a mangé, il a tendance à dormir, donc il faut le pousser en dehors de la caisse. Et c'est pas encore le cas, par exemple, en volaille, et en fait, ça pose juste un problème de coût. Une volaille, ça coûte rien, et donc avoir une machine qui coûte quelque chose pour quelque chose qui coûte rien, c'est pas très intéressant. Et donc, il y a une vraie question sur l'évolution des équipements. Et puis, je disais tout à l'heure, pulvériser quand il y a des feuilles, là où il y a des feuilles, mais il faut aussi pulvériser quand c'est nécessaire. Et donc, il y a tout un champ absolument considérable autour de la détection des risques et tous les capteurs, la détection des insectes, par exemple, avec des systèmes type TrapView, où en fait, vous avez une plaque sur laquelle il y a des phéromones, et les insectes y viennent, et puis à ce moment-là, vous avez un capteur qui compte et qui vous téléphone quand il y en a 10, en disant il faut sortir le pulvérisateur. En gros, c'est pas très très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, mais on le fait effectivement de façon plus précise. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand on rentre dans des logiques de substitution, c'est-à-dire on remplace quelque chose par un truc par quelque chose d'autre. Le premier remplacement qui est fait, c'est remplacer l'humain par une machine. Vous allez dire c'est une évidence, ouais, mais quand même. Les premiers robots, c'est à ça qu'ils ont servi. Hein. Les 90%, je crois, Claire, des robots en France, des robots agricoles, c'est des robots de traite. C'est que vous remplacez un humain par une machine, puis en plus vous changez la biologie de l'animal. Enfin, vous ne changez pas la biologie, mais l'animal, il se comporte différemment. Au lieu de le traire 2 fois par jour, en début de lactation, ils vont 3 fois. À la fin, ils vont 1 fois et demie ou 1 fois. Donc ils s'adaptent. Et il y a pas mal de changements autour de ça, mais c'est vraiment la substitution de l'homme par la machine, ce qui libère en fait, ce qui réduit l'astreinte et potentiellement libère l'humain pour faire autre chose. Et puis la substitution, dont on peut clairement imaginer qu'au travers de l'agroécologie, elle permet d'aller vers ça, c'est remplacer les intrants. Bon, c'est appliquer les produits de biocontrôle avec des machines pour le faire, c'est les bineuses guidées, mais c'est aussi des robots de désherbage, ou des binaises avec détection. Alors la machine la plus avancée, elle a été présentée il y a 1 an et demi, qui est une machine de Lemken, qui en fait, quand vous avez des cultures en rang, c'est assez facile de biner entre les rangs, il suffit de les repérer. Ça, n'importe qui est capable de le faire, mais cette machine-là, elle bine entre les plantes sur le rang, et donc elle est équipée en fait de capteurs, d'une IA embarquée, et le capteur, il reconnaît les formes, et il est capable de dire cette forme-là, elle appartient à l'espèce que je dois protéger, et tout ce qui n'est pas l'espèce qu'on doit protéger est coupé. Et donc, le facteur limitant pour faire ça, c'est d'alimenter l'IA avec ce qui est la plante à protéger. Bon, vous allez dire, bon, c'est pas bien compliqué. Pas tant que ça. Alors, je vous invite si vous avez rien à faire ce week-end, à aller dans un champ de blé, et puis vous regardez autour de vous, donc les plantes de blé, et vous les séparez de n'importe quel dicotylédone, ça vous allez y arriver. Vous les séparez des repousses de raies gras qui ont dû repousser. Bon, si vous êtes botaniste et agronome, vous allez y arriver. Mais c'est déjà un peu moins facile. Et puis après, vous repérez les plantes de folle avoine.
ben là, je vous souhaite bien du courage, quoi. Donc, et l'objectif, en fait, et aujourd'hui, le défi qu'a la machine de Lemken, c'est d'être alimenté pour pouvoir reconnaître toutes les cultures, voire reconnaître des mélanges de cultures. Et donc, c'est pas, en fait, les couteaux, c'est pas la partie mécanique, en fait, qui pose problème. La machine pouvant se déplacer à 8 km/h et coupant dans tous les sens. Mais c'est vraiment la reconnaissance. Donc ça, c'était de la substitution. Le plus rigolo, mais aussi de loin le plus délicat, donc vous prenez dans le sens que vous voulez, c'est la reconception. Alors, la reconception, j'avais envie de vous parler de 4, 5 points. Ouais, 5, 6 points. J'en suis où en matière de temps? Ok. Alors, il y a dans les machines, et encore une fois, la partie numérique qui a permis de faire des choses, moi je trouve qu'une des machines les plus rigolotes que j'ai vues, c'est le robot Farm Droid que vous avez dû voir, qui est un robot relativement large, qui a été beaucoup utilisé dans les champs de betteraves. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion particulière pour les betteraves et les néonicotinoïdes. Passion subie. Hein. Et ce robot, en fait, il a la particularité en fait, de semer les betteraves et ensuite, après, de venir les désherber. Parce qu'en fait, il a mémorisé l'emplacement de chacune des graines qu'il a faites. Et quand il revient, si la graine n'a pas levé, c'est pas grave, il désherbe quand même autour sans jamais toucher, quoi. Et en fait, ce système-là, je le trouve intéressant parce qu'il change la façon dont on pense les séquences de production. Typiquement, en fait, c'est comme quand vous êtes jardinier, hein, que l'IA n'a pas encore fait. Vous semez, et puis après, vous venez quelques semaines après pour nettoyer. Et en fait, vous ne pensez pas, les séquences, elles sont pensées indépendamment. Et en fait, là, le robot, il conduit à penser les séquences en même temps. Et je trouve que ce bout-là, en fait, on n'a pas encore aujourd'hui imaginé jusqu'où on pouvait tirer ce fil-là. Parce que vous pouvez l'avoir à l'échelle de la production, mais vous pouvez aller jusqu'à la partie récolte, quoi. Par exemple, si vous devez planter en fonction des modalités de récolte que vous allez avoir, ça va changer sacrément les formes de ce que l'on cultive. Donc ça, c'est un point, je pense, qu'on n'a pas beaucoup regardé. L'autre élément de reconception, ça a été, et là on est au cœur de l'agroécologie, c'est comment en fait on arrive à diversifier les productions. C'est-à-dire à l'échelle d'une parcelle agricole, comment on augmente la diversité des espèces que l'on cultive. On est au cœur de la diversité, d'augmentation de la diversité fonctionnelle. Et donc, aujourd'hui, c'est d'une part le marché qui pose des questions autour de ça, mais c'est surtout la capacité à gérer ça qui est compliquée. Et là, donc, on a besoin de machines pour semer. Et donc, par exemple, au niveau d'INRAE, on a développé une agrotechnopole avec des constructeurs, qui est à Montol, dans l'Allier, au milieu de nulle part. Et en fait, des systèmes, et on travaille là-dessus avec le CEA en attendant de travailler avec INRIA sur ces sujets-là, tester des machines pour qu'elles sèment exactement les graines au bon endroit. En fait, c'est des problèmes d'aérolique. Moi, je pensais bêtement que c'était des problèmes de biologie. En fait, c'est des problèmes d'aérolique qui est la vitesse à laquelle les graines circulent dans un tuyau. Et comme elles n'ont pas toutes la même taille, elles ont des comportements un peu bizarres. Donc, on a développé des machines qui permettent de tester la qualité des semis et donc des modèles de semoirs là-dessus. Après, on a la question du tri à la fin, parce que si vous avez semé plusieurs espèces ensemble, il faut pouvoir les séparer, ou alors vous les utilisez en mélange, mais vous n'avez pas de valeur ajoutée à ce moment-là. Donc, les trieurs étaient mécaniques, ça on sait faire depuis longtemps. Les trieurs optiques sont totalement basés sur la capacité à détecter quelque chose, donc à reconnaître, donc encore une fois, les bases qui sont nécessaires derrière. Et puis, ce qui est derrière ça, en fait, c'est toute la question de la commercialisation des produits. En fait, on dit très souvent que la diversification, elle n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas de marché derrière. Et en fait, on n'a pas encore discuté aujourd'hui de que dit le numérique par rapport au marché. Comment le numérique va changer l'accès au marché. On peut dire que ça va augmenter la fluidité parce que ça va vous permettre de faire connaître le marché que vous avez. Mais il ne faut pas oublier que dans l'autre sens, c'est le numérique qui conduit aujourd'hui à concentrer les choses. Le trading, sans parler du trading à haute fréquence, c'est ce qui conduit en fait à avoir une simplification des cultures. Parce qu'en fait, vous avez des marchés à terme sur quelques espèces. Qui dit marché à terme dit que derrière, c'est des machines. C'est les grandes espèces et les petites, on n'a pas le droit de citer. En France, vous avez le blé qui a un marché à terme, mais le blé dur, par exemple, n'a pas de marché à terme. Et donc, de fait, si vous faites un tout petit peu de spéculation, en fait, vous allez prendre du blé tendre, en fait. Vous n'allez pas faire du blé dur. Et donc, cette question-là, elle est à prendre en compte. Et puis, vous pouvez aussi, en matière
Et les Canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus, en fait, depuis un certain temps. C'est utiliser le numérique pour anticiper ce que seront les marchés dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, d'où l'importance d'avoir des capacités de prédiction. Alors, comment font les Canadiens? Parce qu'eux, ils exportent essentiellement, et donc, en fait, ils prédisent le climat qu'ils va faire en Australie, qui est leur gros compétiteur pour les mises en marché de céréales. Et puis, si le climat est très favorable, il ne faut pas semer ce qui sera très produit en Australie, qui joue avec 6 mois d'écart. Et au contraire, si le climat est très dégradé en Australie, en fait, ils produisent à ce moment-là beaucoup de ce qui viendra occuper le marché libéré par les Australiens. Et cette question-là, en fait, encore une fois, quand on parle d'agroécologie, on ne le regarde pas, on est parfois un peu naïf. Élément supplémentaire sur la reconception, c'est la reconception des paysages agricoles. Le paysage agricole, ils ont tendance à s'homogénéiser. En fait, la partie numérique, par le pilotage des machines, permet de penser des paysages agricoles très différents avec des cultures en bande pour augmenter les régulations biologiques et venir au service de la capacité à produire et donc des régulations biologiques, que ce soit la fertilité ou la régulation des maladies. Avant-dernier élément que je voulais évoquer sur la question de la reconception, c'est un secteur dont je trouve qu'il est le parent pauvre de tout ce que l'on fait, et ça c'est le fruit direct des démarches du capital technologique, c'est les démarches de type prophylactique. La prophylaxie, c'est en gros mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour qu'un problème ne se produise pas. Ce qui en termes économiques pose une difficulté, c'est quoi la valeur de quelque chose qui n'arrive pas? Bon. Mais c'est pour ça que vous prenez des assurances. Et donc, comment éviter qu'une catastrophe se produise? En fait, en maintenant le niveau des bioagresseurs en dessous d'un seuil de nuisibilité. En fait, on a besoin de ça, et donc on a besoin en fait de numérique et de capacité à travailler là-dessus pour mesurer l'efficacité d'une mesure prophylactique, pour anticiper les choses. Et donc, c'est détecter un risque. Tout à l'heure, il y avait une carte montrée par Thierry, et puis Philippe, on réagissait de la même façon. C'était les vols de grues, et donc les couloirs. Et si vous avez les grues et les cygnes qui passent à un endroit, vous avez toutes les chances qu'ils soient vecteurs de l'influenza aviaire. Et donc, si vous êtes capable de repérer, d'avoir des modèles, d'arriver et de repérer les virus et de savoir ce qu'ils valent, en fait, vous êtes capable de prédire ensuite, faut-il ou pas vacciner les 20 millions de bestioles qu'il faut vacciner en France si jamais il y a un risque. Voilà. Et ces points-là sont absolument essentiels. On a la même chose aujourd'hui. Alors, c'est pas encore opérationnel, mais il y a des travaux sur la capacité à anticiper, à savoir si un insecte est quelque part dans l'environnement et à combien de dizaines, voire de centaines de kilomètres il est, en récupérant en fait les phéromones qu'il émet. Donc, il y a une équipe de l'IES qui travaille là-dessus et qui est assez remarquable sur ce point-là. Alors, en fait, derrière ça, il y a une vraie question, c'est que la reconception, elle engendre une complexité. Elle engendre une complexité parce que d'abord, l'agroécologie maximise la dépendance aux conditions locales. Si vous mobilisez un capital naturel, il n'est pas le même ici qu'à 10 km. Et donc, en augmentant la dépendance aux conditions locales, on augmente la complexité. En reposant sur la mobilisation du capital naturel, on augmente l'incertitude, parce qu'on a du mal à prédire ce que donnera ce capital naturel. Et de fait, ce qui permet de réduire la complexité, c'est les outils d'aide à la décision. Chose extrêmement intéressante, vous regardez le champ des outils d'aide à la décision aujourd'hui, il n'y en a pas qui traitent d'agroécologie. Il n'y en a pas. Et donc là, il y a un champ absolument considérable à faire, parce que si on n'alimente pas ça, en fait, on ne réduit pas la charge mentale qui est liée au système complexe. Alors, et je me rapproche du bout, rassurez-vous. Est-ce que le système a des chances de bouger? En fait, l'agriculture, elle est essentiellement à faire de l'innovation pour ne pas changer. Et tous les mouvements agricoles que vous avez en ce moment, c'est ça le cri qui est derrière, quoi. Laissez-nous vivre comme on est et bougez pas trop ou bougez pas trop vite. Le refus du Green Deal, c'est ça, en fait. Et sans aucun jugement de valeur, si c'est bien ou pas de ne pas vouloir bouger. Donc, la question, elle est sur des systèmes qui sont en ultra état d'équilibre, comme le sont les systèmes agricoles et alimentaires. Est-ce que le numérique a des chances de faire bouger ce genre de choses, quoi? Donc, les théories qu'il y a derrière ça, c'est les théories du verrouillage développées par Gilles, qui est un prof de sciences de gestion très bon, remarquable de l'université de Manchester. Et
Il dit, en fait, face à des systèmes sociotechniques dominants, verrouillés, il y a quelques leviers pour le changer. Le paysage, si vous changez le paysage sociotechnique, c'est-à-dire le paysage réglementaire, eh bien, vous faites basculer quelque chose. Typiquement, vous prenez l'exemple des pesticides et vous interdisez les néonicotinoïdes et tout le système se met à branler sur ces bases. C'est des innovations de rupture et non des innovations incrémentales. Les innovations incrémentales sont des innovations d'auto-renforcement, là où les innovations de rupture, elles sortent de ça. En écoutant Marc tout à l'heure, je me disais, mais tout compte fait, l'IA, elle rentre tout à fait dans une logique de renforcement des verrouillages. En fait, vous pouvez avoir une innovation incrémentale qui continue à faire exactement la même chose, quoi. Et c'est ce qui était dit, en fait. Comme elle ne peut pas prédire un système qui est totalement différent, elle va maintenir le système là où il est. Donc il faut vraiment qu'on ait des questions autour de ça, je trouve, dans le PEPR. Puis après, si vous voulez changer, bon, il y a dans les cadres théoriques, et puis il n'y a eu que 2 exemples comme ça dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui s'appelle la déstabilisation institutionnelle. Vous pouvez avoir un acteur qui décide de tuer un bout de l'équilibre pour faire émerger un autre. C'est typiquement Margaret Thatcher qui décide, pour favoriser l'émergence de British Electricity, de tuer les mines de charbon. Du jour au lendemain, elle met 300 000 personnes au chômage. Je vivais en Angleterre à ce moment-là. C'était pas ce qu'il y avait de plus rigolo. Dans notre monde, dans le monde de l'agriculture, c'est juste non envisageable. Voilà, donc nous vous oubliez. Et puis le dernier élément, c'est faire travailler les gens ensemble différemment. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre des Living Labs. Et en fait, les Living Labs, ça m'amène à la dernière partie sur avant d'arriver à la conclusion. C'est faire travailler les gens autrement grâce au numérique. Donc les Living Labs, c'est quoi? C'est vous faites travailler tous les bénéficiaires directs et indirects ensemble pour co-concevoir, et où le numérique, en fait, joue un rôle absolument majeur parce qu'en fait, il évite les asymétries d'information. Potentiellement, il peut les augmenter, mais vous pouvez choisir qu'il cherche à les réduire. Et là où ça a un intérêt, en fait, quand vous réfléchissez aux problématiques de transition, qui ont été beaucoup théorisées par un dénommé Brian Arthur en 1994, en fait, il disait que dans les façons de faire bouger les choses, il y avait en particulier les externalités directes de réseau, c'est-à-dire faire travailler les gens ensemble. Et là, le numérique peut aboutir à ça, mais aussi les externalités indirectes de réseau, c'est-à-dire vous mettez quelque chose à disposition. Et si par exemple une coopérative ou une chambre d'agriculture ou qui que ce soit qui veut faire bouger un groupe, s'il met à disposition un outil basé sur le numérique qui permet de transformer complètement la chose, ça sera adopté. Donc ça s'appelle de l'externalité indirecte de réseau. Voilà, donc ce bout-là est vraiment un truc intéressant, et comme on a des tas d'initiatives à l'échelle internationale et à l'échelle européenne autour des Living Labs et des agro-écosystèmes Living Labs, ça sera intéressant dans ce contexte-là de regarder la question du numérique. Alors, je suis presque au bout, je crois. Il y a un bout, je vais être très court là-dessus, c'est en fait, j'ai regardé le numérique pour la mise en œuvre. En fait, vous pouvez aussi avoir le numérique pour la conception des leviers. Il y a des bancs de recherche, je les ai mentionnés tout à l'heure sur Montauldre. Il y a des travaux aujourd'hui avec des preuves de concept extrêmement intéressantes. C'est si vous voulez repousser des insectes, on peut faire de l'écologie chimique, c'est-à-dire un insecte se déplace dans un champ d'odeur, il remonte un gradient en fait de plus en plus fort. C'est comme ça qu'un mâle trouve une femelle en fait. Et donc ça veut dire que si vous empêchez qu'il y ait un gradient en saturant l'espace et l'atmosphère avec cette molécule-là, le mâle, il trouve plus la femelle. Et donc la question, c'est comment vous faites. Alors on fait ça depuis très longtemps avec de la confusion sexuelle. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on attrapait des tombereaux d'insectes, on les écrasait, on extrayait les molécules et puis on les collait partout. Autant dire que vous pouvez le faire pour une espèce, mais pas pour 250. Et donc la démarche qui est en cours aujourd'hui, avec une preuve de concept qui a été faite l'année dernière, c'est vous récupérez l'ADN de l'insecte, vous le séquencez, vous récupérez la séquence qui correspond à ses récepteurs olfactifs, et pour la partie sexuée, il y en a très peu, parce qu'il y a en général 1 ou 2 molécules qui vont dessus. Une fois que vous avez ça, vous avez donc la séquence, l'intelligence artificielle vous donne la structure 3D de la protéine, et vous pouvez, par conséquence, aller chercher le ligand qui va venir se coller là-dessus, et basta. Basta. C'est simple à expliquer comme ça, mais c'est quand même donc de l'écologie chimique réverse qui est aujourd'hui en train d'être construite. Et vous pouvez faire la même chose sur pas mal de choses, en fait. Je le disais tout à l'heure, on a tendance à regarder l'agroécologie à hauteur de Dieu.
Ben, si maintenant vous faites la même chose sur la couche microbienne, nous n'avons pas accès à la couche microbienne. La seule façon d'accéder à la couche microbienne, c'est la partie numérique. Et donc, pour finir, je vois Claire s'est levée. Agroécologie et numérique, au début, c'est apparu comme un oxymore, en fait. Du fait qu'il y avait un qui est capital technologique et l'autre le capital naturel. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. En fait, le numérique doit faire partie de ce capital technologique qui permet de maximiser les services fournis par le capital naturel. Et pour revenir, en fait, je voudrais vous poser une question. Ça vous fera sourire, mais... Je vais revenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, une des toutes premières diapos présentées par Thierry. Il y avait un superbe taureau charolais à gauche. Vous avez vu cette espèce de gros bestiau là? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce beau taureau charolais, il regardait à droite et avec la tête haute. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. C'est parce que le regard à droite et en haut, c'est le regard du futur. Donc c'est le regard du progrès, et ces animaux-là, progrès génétique, eh ben, en fait, montraient le futur. Et donc l'exercice que je vous propose, c'est si vous deviez dessiner une représentation sociale que vous voulez partager autour de agroécologie et numérique, vous faites quoi? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Voilà, là, ça doit fonctionner. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, vous avez vu, on a laissé le temps aux orateurs de s'exprimer. Les sujets, ils sont intéressants. On a besoin, au fond, de s'imprégner aussi de visions, au fond, un peu différentes les unes des autres, qu'on considère comme étant complémentaires. Donc, pardonnez-nous un peu le retard pris, mais je pense que c'est à bénéfice pour les discussions à suivre. Donc, en fait, on avait prévu un tout petit temps, enfin un petit temps d'échange, donc avec nos deux intervenants, Marc et Christian, auxquels on associe aussi, voilà, les représentants du SGPI, voilà, Philippe et Virginie. Donc, en fait, on va peut-être donner en premier la parole au SGPI. Comment vous, au fond, vous ressentez les différents grands sujets et comment vous voyez s'entrechoquer, au fond, ce qui se passe par ailleurs dans les stratégies et dans ce que finance France 2030. Puis après, on reviendra sur des questions pour Christian et Marc. Oui, merci. En fait, nous, on vient ici avec... comment dire, l'idée que vous allez accompagner les France 2030 à jouer le rôle qu'on attend de lui, c'est-à-dire un effet transformant. Bon. Comme on le montrait tout à l'heure, on a déjà beaucoup de projets lauréats, mais on est conscient du fait qu'il faut qu'on améliore l'évaluation des projets. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. C'est vrai que quand on voit l'évaluation qui est faite par les experts indépendants, on est sur des approches, notamment de toutes ces questions d'agroécologie qui peuvent être vraiment améliorées par la communauté que vous représentez. C'est vraiment trop frustre. Voilà. Et il faut améliorer ce qu'on appelle le DNSH. Il faut vraiment l'améliorer. Le deuxième point, c'est que tous ces projets qui sont lauréats, il va falloir les tester sur le terrain. On a des start-up, on a un certain nombre d'entreprises, et donc il va falloir nous aider, et aider les institutions dans lesquelles vous travaillez pour faire évoluer l'expérimentation. Bon, un levier pris, l'exposé de Christian l'a bien montré. Un levier pris séparément, bon voilà, on va arriver à travailler dessus, mais comment on fait pour les combiner? Parce que, on va à un moment donné s'adresser à des agriculteurs, et comme tu l'as dit, si on reste dans l'incrémental, on n'aura pas forcément, on va être dans la logique du rebond, mais on ne va pas forcément être dans une démarche de reconception. Donc il y a vraiment la question de l'expérimentation qui est importante, et tout ça, c'est à relier à notre mesure sur les pré-séries, qu'on va relancer là dans les jours qui viennent, et qui consiste à, encore une fois, expérimenter avec des pré-séries sur différents sites. Bon, il y a un autre point
en lien avec la mesure des démonstrateurs territoriaux, c'est tout l'accompagnement que vous pouvez faire autour de ces projets qu'on a sélectionnés, des démonstrateurs territoriaux. Et il y en a un dans la salle, là, représenté par notre collègue qui est maintenant à la COPER, là, sur Anvez, qui touche à l'économie de produits phyto. Donc, vous êtes susceptible d'être interpellé par des collectifs qui travaillent sur un enjeu, ou plusieurs, et c'est le deuxième exemple que je voulais citer, un projet qu'on a sélectionné dans Résilience et capacités agroalimentaires, qui est porté par, là aussi, dans lequel est impliquée une grosse coopérative, Vivesia, qui, elle, va travailler non pas au niveau d'un levier comme les intrants, réduction des intrants, mais au niveau d'un cahier des charges multicritères. Et là aussi, vous êtes susceptible d'être interpellé. Voilà, donc nous, c'est un peu ça les questions qu'on se pose. C'est comment on va faire pour vous laisser travailler, puisqu'il y a évidemment des connaissances à produire. Et, on a vu que l'interaction entre numérique et agroécologie est très riche, mais vous proposez de le faire sur des cas concrets. Parce que moi, j'ai été interpellé par la diapo de Thierry tout à l'heure, qui disait il y a beaucoup de sujets en débat, oui, mais les agriculteurs aujourd'hui, et Christian, tu l'as rappelé, ils sont prêts à prendre des risques, mais faut-il qu'on soit un tout petit peu solide sur les messages qu'on leur adresse? Si on leur dit il y a débat, alors de toute nature, dans différentes disciplines, ça va être difficile de leur dire allez-y, vous pouvez prendre ce risque de changer et de le faire de manière disruptive, comme ça a été dit. Voilà. C'est juste des exemples. Et bien entendu, derrière tout ça, je ne peux pas ne pas penser aux compétences et aux futurs recrutements qu'il va falloir faire, notamment, pourquoi pas avec l'initiative Compétences et métiers d'avenir, à la mesure Compétences et métiers d'avenir. C'est quoi les futures compétences du système recherche, développement, innovation, organisé autour aujourd'hui de l'INRAE, des instituts techniques, des chambres d'agriculture et d'un certain nombre de start-up. Demain, c'est quoi l'organisation pour faire tout ce que vous allez proposer? Voilà, vous allez sûrement aussi avoir des propositions à faire et je pense que c'est l'objet de la réunion, de ce qui va se passer dans la suite du séminaire. Merci. Merci Philippe. Alors maintenant, on va répondre. Voilà, les intervenants sont ici, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a un petit temps qui est dédié à ça. C'est la première question la plus dure, alors qui lève la main? Voilà, super. En fait, j'ai une question. Bonjour, c'est Hamilton de Nila-Salle Beauvais. J'ai une question pour Marc. En fait, c'est un peu technique, mais en fait, je ne sais pas si vous avez... Enfin, c'est une question plutôt... une curiosité. Si vous avez entendu parler de l'IA française Mistral AI. Oui, bien sûr. Si vous pouvez en dire un mot aussi par rapport à... Enfin, on parle... du danger un peu de l'IA, on ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière ChatGPT, le prompt qu'il y a derrière. Et cette IA-là, c'est beaucoup plus puissante que ChatGPT 3.5. Et c'est en open source. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je n'ai pas testé personnellement Mistral. Il y a plusieurs initiatives, comme ça. Mistral, c'en est une. Alors, je ne sais pas quelle est exactement la nature de la question. Comment dire? Voilà, Mistral, ça ressemble à OpenAI dans sa jeunesse. Ils veulent faire quelque chose d'open, ils ont eu la décence de ne pas s'appeler Open. On sait bien maintenant qu'OpenAI n'est plus du tout open, parce qu'à un moment, il faut rapporter de l'argent. Les gens qui ont mis de l'argent, ils veulent des retours sur investissement. Donc j'attends de voir de ce point de vue-là. Maintenant, au niveau technique, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Tu as vu l'arbre que j'ai présenté. Je veux dire, aujourd'hui, je suis bien malin qui serait capable de dire tel est mieux que tel là. Il y en a qui sont plus l'accent sur la sûreté, la sécurité, d'autres qui ont plus l'accent sur essayer de donner des explications, citer leurs sources. Enfin, honnêtement, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur Mistral parce que je ne connais pas particulièrement. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas testé personnellement. Merci. Il y a QTI, il y en a plein qui apparaissent là, même en France ou même en Europe.
Et donc moi j'ai une question un peu différente. En fait, j'entends beaucoup parler quand j'écoute un peu les exposés, quand on parle de numérique, on a agroécologie et numérique. Quand on a agroécologie, j'entends surtout agriculture, plus qu'agroécologie, forcément. Et en numérique, j'entends beaucoup de robotique, en fait, qui est un peu en creux dans les explications et tout. On met beaucoup en avant le côté, en gros, numérique égale robotique et aussi capteur, etc. Et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas trop d'accord parce que il y a un énorme, il y a un point extrêmement important dans le numérique aussi qu'on rencontre tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le numérique en interaction avec l'humain. C'est-à-dire de remettre l'humain dans la boucle, c'est extrêmement important, et en particulier dans l'agroécologie. Et plutôt que de robotiser l'agriculture avec encore plus de robots, il y a aussi toute la partie, on va dire, numérique qui permet de mettre l'humain au centre de la construction de connaissances et d'avoir en gros de connecter plutôt des réseaux d'humains à l'échelle de la planète, quoi. Ça, c'est une autre partie du numérique dont j'ai pas trop entendu parler aujourd'hui. Un petit peu par exemple, si on prend les réseaux comme eBird, etc., qui sont des choses qui vont un peu dans ce sens-là. Mais je voulais avoir un petit peu votre point de vue sur ça, parce que j'entends énormément de robotique, en fait. Et je pense que il y a un glissement sémantique, en tout cas. Pour moi, le numérique, c'est clairement pas la robotique. La robotique, c'est une toute petite partie, en fait. Ce qui est bien, c'est que les journées ne sont pas terminées. Donc, qui souhaite répondre à cette question? Non, mais typiquement, c'est quand j'ai parlé des Living Labs et du rôle du numérique dans les Living Labs, c'est cette question d'interaction entre les humains. Le numérique et la formation, ça rentre dans ces questions-là, et la création des compétences de demain. L'utilisation des outils d'aide à la décision, c'est pas pour donner un outil d'aide à la décision à une machine, en fait, c'est un humain qui décide. Donc, toutes ces questions-là sont dedans. Peut-être que dans le topo qu'on a fait, on avait un peu plus de capteurs et de machines, mais oui, l'humain est une évidence. Et donc, c'est pas pour rien que j'ai commencé par dire que le premier des capitaux qu'on avait, c'était le capital humain. Donc, après, la question des fonctionnements en réseau, elle est très très violemment questionnée en agriculture. Quand il vous aura pas échappé, excusez-moi, je vais faire un petit peu de journalisme là, et donc de bas étage, mais il y a des manifestations sur des ronds-points. Il vous aura pas échappé qu'elles ont démarré en dehors des canaux organisés. La FNSEA, les syndicats, ils ont couru après, en fait, pour rattraper. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des fonctionnements collectifs qui, à un moment donné, génèrent des mouvements tels qu'on les connaît. Et donc, en gros, la question de comment se construisent les groupes humains, elle est centrale. Je ne suis pas sûr que le numérique change grand-chose dans cette question-là. Ça serait intéressant en fait, en gros, l'adoption de l'innovation, et donc vous réfléchissez à l'adoption de la transition agroécologique, on peut utiliser les grands cadres qui ont été construits par Everett Rogers dans les années 90-2000, où il montre que les humains, les groupes humains, quels qu'ils soient, et les agriculteurs sont un des groupes humains, ont tous à peu près la même courbe de distribution de l'adoption d'une innovation. Et en gros, il y a 2% de créatifs. En gros, des JO trouvent tout assez difficile à utiliser. Et puis après, il y a les adoptants précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les traînards. Et en anglais, c'est laggards. Et donc, traînard, c'est pas très beau, donc on dit laggards, comme ça, tout le monde sait bien. Et donc, en gros, pour faire fonctionner des groupes, en fait, vous avez intérêt toujours à vous appuyer sur les adoptants précoces. Et la question qui est intéressante, en fait, et que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je trouve que c'est une très bonne question, c'est est-ce qu'en fait l'arrivée du numérique va changer en fait cette courbe de distribution? Est-ce que ça veut dire que vous allez toujours avoir cette fraction d'adoptants précoces qui vont prendre les éléments numériques? Vous pouvez dire que ça va être vraisemblablement la même chose. Mais après, est-ce que le fonctionnement du collectif qui s'organise autour de ces adoptants précoces fonctionne de la même façon? Ça, c'est beaucoup, beaucoup moins évident. En gros, quand on fait des Living Labs, en fait, on vise sur le fait que le numérique, il va réduire les asymétries d'information. Les asymétries d'information sont majeures sur les logiques de marché.
Pardon, alors je n'ai peut-être pas répondu à la bonne question. Pour moi, c'est plus sur l'accompagnement de la construction de connaissances, en fait. C'est-à-dire que justement, identifier justement ces 2% de créatifs, des personnes qui vont être moteurs de nouvelles pratiques, etc. Le numérique peut aussi aider. C'est-à-dire que si on fait du crowdsourcing, par exemple, d'expérimentation numérique, d'expérimentation agroécologique, on pourrait identifier des nouvelles pratiques qui arrivent, qui sont peut-être isolées, et essayer justement d'accélérer en fait cette pratique. Enfin, c'est plutôt, pour moi, ma question n'était pas sur l'organisation de groupes humains via l'aide du numérique, ça c'est quelque chose qui se fait déjà effectivement, c'est plutôt sur la construction de connaissances par le numérique. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, juste les bases de données, les choses comme ça, on peut faire énormément de choses pour agréger des données. Enfin, on parlait tout à l'heure du GBIF, par exemple, qui collecte des données à l'échelle de la planète, finalement. Enfin, c'est ce genre de choses, en fait, dont je mentionnais plutôt ça. On a ça, typiquement, on a beaucoup parlé de phyto depuis tout à l'heure, mais quand on fait les réseaux de ferme défis, c'est des on-farm experiments. C'est un des quelques réseaux qui sont classés comme ça dans une publication par Myrtille Lacoste il y a 2 ans. C'est extrêmement intéressant. Mais pour rentrer dans la question de l'agroécologie, c'est la totalité du système qui doit être embarqué. En fait, il ne suffit pas de dire j'ai une machine, c'est génial, hein, j'arrive à désherber mes laitues. Très bien. Mais ça, en gros, on s'en fout. La question, parce que ça, vous êtes capable de le faire dans n'importe quelle unité expérimentale, Institut technique agricole ou INRAE. La question, c'est comment le système agricole se déforme là-dessus. Et là, en fait, vous avez quelque chose qui est compliqué, c'est que c'est très, très difficile à capturer. Très difficile à capturer. Et il y a une forme de réticence des agriculteurs à y aller, objectivement. Donc, il faut faire, je suis d'accord avec votre point, il faut aussi savoir que c'est pas que simplement une mise à nu, en fait. C'est que le point le plus difficile que l'on a, et pour suivre Défi Ferme depuis le début, hein, et Philippe était à bord aussi, c'est qu'en fait, on a du mal à capturer les covariables. Il y a des trucs qu'on dit, mais pourquoi ça marche comme ça ? En fait, on a un mal fou à capturer ce qu'il y a autour. Alors, des covariables physiques, on va y arriver. Des covariables organisationnels, on n'a jamais... Le monsieur est agriculteur, que fait la dame ? On n'en sait rien, on n'a pas à le demander. Et pourtant, ça peut être un élément déterminant de tas de choix, Et c'est ça le côté le plus compliqué, en fait. Ça rejoint votre question de la dimension humaine par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez une autre question ? Sinon, dans le prolongement, en fait, peut-être que c'est pas dans le prolongement, mais Marc, vous avez montré au fond les aspects déluge de données, au fond les très très grands, des très grosses entreprises qui ont des moyens phénoménaux pour pouvoir construire en fait les algorithmes, les tester, faire ChatGPT, tout ça. Au fond, ma question, c'est comment on construit les nouveaux rôles de chacun, parce qu'en fait, on se dit mais la recherche publique là-dedans, qu'est-ce qu'elle va faire ? Au fond, qu'est-ce qu'elle a comme moyen, si ce n'est d'utiliser des outils, peut-être au mieux. Voilà. Donc en fait, quel va être le rôle de chacun entre les acteurs de terrain, les très très grosses entreprises, les fondations, qui financent aussi beaucoup de recherche actuellement, en fait, en lien avec les territoires. Et est-ce qu'on est préparé en fait à ce nouveau découpage du rôle de chacun, sachant qu'on fait des living labs, qu'au fond il y a des données auxquelles on veut avoir accès, mais on ne les produit pas nous-mêmes. Voilà, on est obligé de sortir de la zone de travail habituelle. Et j'ai l'impression que le numérique va nous forcer à réfléchir différemment. Je ne sais pas si on est prêt. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le rôle de la recherche publique, en fait, comment elle travaille avec le reste du monde. Oui, alors bon, le numérique, disons, le big numérique, on parle là des big numériques. Alors déjà, il y a des tentatives publiques pour essayer de rattraper un petit peu ça et de construire des centres de calcul, peut-être à la mesure de la dernière annonce de Facebook, là, qui parle de je ne sais plus combien de dizaines de milliers de GPU. Donc ça, c'est la force brute. Alors, moi, j'ai toujours repensé que l'avenir de la recherche publique, c'était dans l'hybridation. Parce que dans la recherche publique, il y a tous les métiers, il y a toutes les disciplines. Un exemple aujourd'hui, il n'y a pas de spécialiste d'agroécologie chez Google, à ma connaissance. Alors, ils pourraient évidemment décider d'en embaucher,
mais ils ne peuvent pas décider d'embaucher toutes les disciplines. Alors que la recherche publique a des spécialistes de premier plan dans toutes les disciplines. Et c'est là qu'il peut y avoir la vraie créativité en recherche, c'est la frontière entre les disciplines, entre les champs disciplinaires. Et c'est là, pour moi, que la recherche publique a une très bonne carte à jouer, quoi. Faut pas essayer de lutter contre la force brute, etc. Donc on peut dire, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, ça a déjà été dit, mais c'est presque un peu ça que je dis répondre. Mais est-ce qu'on sait bien faire la frontière, justement, entre la force brute, où au fond on laisse faire les autres, et augmenter au fond sa capacité peut-être de produire des données ou autres? Est-ce qu'on sait bien faire la part des choses, de ce qui est complètement hors de notre champ, et puis au fond il faut utiliser l'existant? C'est une question que je me pose. Nous, on a des unités expérimentales, on produit plein de données. Au fond, a-t-on besoin de ces données qu'on produit en unité expérimentale? C'est une question un peu, excusez-moi, iconoclaste, hein, mais... Non, tu peux aussi te poser la question dans l'autre sens. C'est qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'incidence si toutes les données qu'on produit dans nos unités expérimentales, on les rend très très accessibles? Quelle est la torsion qu'on induit de ce point de vue-là? Alors, le problème de l'accès aux données, ça c'est effectivement un autre problème. Et c'est bon. Je ne connais pas du tout le modèle en agriculture, mais en santé, c'est tragique. Même les données publiques, elles sont très difficiles d'accès. Et ça, c'est là. Oui, oui, oui. Peut-être, enfin, tout à l'heure, Christian, tu disais l'IA, en référence à ce qu'avait dit Marc, finalement, ça entretient un système. Alors oui, dans un certain sens, mais est-ce que ça change pas quand même la répartition de la valeur? Parce que tu vois, le truc que citait Marc Grafcast, là, c'est un truc il n'y a pas de météorologue là-dedans, il n'y a que des numériciens, il n'y a pas de gens qui connaissent la thermodynamique des nuages. Et donc, est-ce que quelque part, c'est pas quand même aussi un transfert de valeur et donner le pouvoir à d'autres personnes? Ah oui. En gros, c'est on change pas du tout les systèmes de production. Moi, je suis agriculteur. Hein. Enfin, donc en gros, tu changes rien, voire même tu renforces l'endroit là où il est. Par contre, effectivement, ceux qui en bénéficient derrière vont devenir différents. La conséquence de ça, c'est que l'agriculteur en bénéficiera moins. Voilà. Donc on a une vraie question de maîtrise de ça. Voilà. Il y a déjà aujourd'hui des tas de questions sur la répartition. Enfin, c'est pas pour rien que tout le monde braille contre Michel-Édouard Leclerc. Hein. Mais c'est parce que c'est une question de répartition de la valeur. S'il n'y a pas de création de valeur ajoutée, mais qu'il y a quelqu'un de plus qui se sert, eh ben, il y en a moins pour les autres. Enfin, c'est une évidence. Et ce point-là, maintenant, il faut regarder quels sont les services apportés en regard de ça. Si effectivement, parce que les données sont disponibles, la décision est plus facile à prendre, la charge de travail est plus léger, on économise ceci, cela, eh ben, la question, c'est le rapport coût-bénéfice. Hein. Et dernier point, en fait, on a toujours tendance à oublier en agriculture, c'est qu'il y a des coûts cachés. C'est-à-dire, si on a un impact sur le milieu, il a un coût. Et si on dit demain, parce qu'on a apporté moins d'engrais, je vais arrêter de parler de phyto, apporter moins d'engrais, donc on a moins de pollution des eaux, ou on a mieux géré les effluents d'élevage, eh ben, si on a pu à dépolluer, c'est un coût global en fait. Et ce bout-là, il faut aussi réussir à le mesurer. On n'en a pas parlé encore aujourd'hui. Oui, donc je vais juste revenir sur cette histoire d'innovation de rupture par rapport à innovation incrémentale. Et donc c'est vrai que, et c'est ce que je dis, qu'aujourd'hui les systèmes d'IA, ils font plus de l'interpolation que de l'extrapolation. Ils sont assez mauvais en extrapolation. Les systèmes, du moins, comment dire, model database, appris par apprentissage supervisé. La donne a peut-être changé avec l'IA générative, parce que là, il n'y a pas vraiment ni interpolation ni extrapolation, mais il peut y avoir création de nouvelles propositions, de nouveaux scénarios, voilà, à condition d'être capable ensuite de les valider ou pas, comme je l'ai montré pour la géométrie. Mais là, ça peut vraiment amener de la rupture. Et là, il faut apprendre à les manier, à les manipuler, quoi. Et puis, donc, peut-être une dernière question pour vous, Virginie. Ok, alors je pose ma question, puis après on finit là. Dans le système qu'on vient de décrire, à la fois très contraint par l'environnement économique, par des pratiques, par l'histoire, par les constantes de temps, et un truc qui évolue très très vite, par exemple comme l'IA, comment on construit la prospective et comment on pilote la politique, vous voyez, quand on a à prendre dans un monde contraint avec des constantes de temps très très différentes. Oui, alors là... 42, c'est ça la... Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a pas de, enfin, j'ai pas de réponse unique. Je pense que ce que j'aimerais quand même souligner, et grâce à vous tous dans cette salle, c'est que
on a la chance d'avoir un écosystème qui est très diversifié et nous, je veux dire, notre rôle à nous, c'est d'essayer de garder le pouls, garder le tempo, et d'être ouvert sur notre écosystème qui va bouger de différentes manières. Et bah voilà, on en reparlait, mais je tiens, enfin voilà, la crise actuelle des agriculteurs, c'est vrai qu'on parle de choses qui peuvent paraître complètement déconnectées, mais qu'on doit anticiper, qu'on doit nous prendre en compte, donc potentiellement innover et avoir des dispositifs qui sont tournés vers le futur, mais aussi être le plus ancré possible et donc être ancré dans le territoire et donc avoir des liens là vraiment très pratico-pratiques sur des fermes avec des agriculteurs dans le monde réel. Et je pense que c'est vraiment une gouvernance et un autre écosystème qui nous permet de le faire. Alors rien n'est parfait, mais en tout cas on essaie de prendre les différents pouls et de tout ça pour construire au mieux des stratégies qui demain essayeront d'implémenter des politiques publiques. Ouais, une question pour notre ami Christian. Voilà, tu as mentionné qu'il n'y avait pas d'outils en fait disponibles actuellement pour évaluer des performances agroécologiques. Donc moi je partage ça. Alors c'est une question générale, pourquoi? Et puis une question plus précise, c'est voilà, pour faire, on va dire, développer du numérique et de l'IA pour construire de nouveaux modèles, notamment pour la transition agroécologique. Il nous faut de grands jeux de données. Est-ce que ces grands jeux de données n'ont pas été établis dans des systèmes très conventionnels? Est-ce qu'il y a une nécessité de compléter l'expérimentation et toujours développer une expérimentation qui est en rupture et que l'un va avec l'autre quand même, quoi. Merci Michel Pierre pour les deux questions. La première, pourquoi? Je pense que parce que tout compte fait, tous nos outils d'aide à la décision sont basés sur de l'expérimentation. Et donc, en gros, on a besoin de temps très long pour réussir à faire quelque chose. Et donc, en fait, on est en retard d'une guerre. Voilà. Ce qui est plutôt la bonne nouvelle, en fait, ça veut dire que l'agroécologie est une vraie rupture. Donc, ça, ça serait une bonne nouvelle. Enfin, faut toujours j'aime bien regarder les verres à moitié pleins, même si d'autres les regardent à moitié vides. Parce que je m'occupe aussi de la vigne. Donc voilà. Mais de fait, c'est un constat. Donc, comment on fait ça? Je pense que la réponse à ta deuxième question, Marc l'a un peu donné tout à l'heure, en fait. Est-ce qu'on est capable d'avoir, en s'appuyant aussi sur les on-farm experiments et un peu tous les outliers du dispositif, réussir à faire de l'IA générative dont on peut après, à base d'expertise, le merveilleux jardinier qui arrive quand même encore à faire pousser ses salades, dire tout compte fait, ça, c'est pas si idiot que ça en a l'air, on n'y a pas pensé, ça vaut la peine de le tester. Et c'est peut-être cette hybridation-là qu'il faut réussir à chercher. Tant qu'on restera avec des OAD qui sont construits comme ils sont construits aujourd'hui et qui fonctionnent objectivement pas si mal que ça, hein, mais on restera avec de l'apprentissage basé sur les 30 dernières années et en incapacité de prédire un système très très différent. Voilà. Après, il y a un point, ça a été évoqué tout à l'heure, et je pense qu'on ne faut pas le sous-estimer. C'est le fait qu'on va taper dans le changement climatique, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Hein. Objectivement. Donc la question de maximiser... Quand on fait des OAD, en fait, on cherche à maximiser la performance. Ils sont tous tournés vers ça. Il n'y a pas d'OAD qui cherche à maximiser la résilience. Eh ben, en fait, c'est une autre révolution, et ça sera pour une prochaine journée, mais pensez, est-ce que nos systèmes, est-ce qu'on peut utiliser agroécologie numérique pour maximiser des résiliences? Ça peut amener des systèmes qui sont très différents. C'est une bonne question à poser à l'IA générative, en fait. Comment on pense ça de façon très différemment? Aujourd'hui, on ne pense jamais la résilience. Parce qu'en fait, elle est assurée par d'autres mécanismes. S'il y a un gros à-coup, il y a intervention de l'État. C'est ça, en fait. C'est comme ça que c'est construit. Mais c'est construit dans une gamme d'aléas qui sont connus. Et le changement climatique, d'après les climatologues, conduit à de la non-stationnarité. C'est-à-dire on ne connaît pas la variance, on ne connaît pas la moyenne et on ne connaît pas la variance. Donc en fait, c'est un système qui devient non assurable. Et donc si intrinsèquement les systèmes ne sont pas plus résilients, ils se cassent la gueule. Pardon, ils se cassent la figure, pour être poli. C'est ce bout-là, en fait, qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse un peu plus. Après, en théorie, l'agroécologie dit que les systèmes sont plus résilients.
Bon, merci. On est obligé de s'arrêter. La résilience de notre estomac, et on entend les vapeurs du buffet à côté, est mise à rude épreuve. Merci à tous. Merci Virginie Bernois, Marc Chenauer, Philippe Vissac et Christian Huyghe. Et donc, on se dirige vers le buffet. Vous pourrez poser des questions aux gens pendant le buffet, parce que j'ai vu des mains qui se levaient. Et on reprend à 14h. Merci à tous.